Bonjour et bienvenue sur le podcast Par voix basse à voix haute. Que vous soyez posé dans le canapé, sur la route ou en train de jongler avec votre journée, prenez place à nos côtés. À notre micro, vous entendrez des expériences en maison de naissance, des témoignages de sages-femmes et enfin des sujets liés à l'accouchement physiologique. Ici, les voix résonneront haut et fort. Nous ne sommes pas des professionnels de la périnatalité, mais deux mamans passionnées, convaincues que chaque famille a le droit d'avoir le choix du lieu où elle souhaite donner naissance. Notre objectif est simple, mettre en lumière les maisons de naissance en métropole et en outre-mer. Non pas en opposition aux autres formes ou lieux d'accouchement, mais bien comme une option précieuse dans le panel des choix possibles. Nous espérons que cette saison vous offrira des réponses, des inspirations et peut-être même des émotions. Nous souhaitons avant tout transmettre des expériences intimes et authentiques. Alors bienvenue derrière les portes des maisons de naissance, bienvenue dans Par voix basse à voix haute. On peut préparer chaque détail, mais la naissance garde toujours sa part d'imprévu. Depuis la naissance de son petit frère, alors qu'elle était enfant, Héloïse se passionne pour les bébés et le mystère de la venue au monde. Très renseignée, elle sait que le jour où elle sera enceinte, elle accouchera en maison de naissance. Héloïse avait tout préparé pour vivre la naissance qu'elle imaginait. Lecture, hypnose, préparation, tout était en place pour accueillir son bébé sereinement. Le travail se déroule harmonieusement jusqu'au moment de la poussée finale où quelque chose semble bloquer. La fatigue s'installe, les douleurs aussi, elle est transférée à l'hôpital. Elle découvre alors une autre facette de la naissance. Son bébé, avec une circulaire du cordon, doit être accompagné pour venir au monde. C'est dans une sororité ultime que Élise met finalement au monde son enfant, offrant à son compagnon l'une des plus belles images de sa vie. Aujourd'hui, Héloïse nous raconte son histoire. Bonjour Héloïse. Bonjour. Bonjour Héloïse, bienvenue dans notre podcast. Bonjour. Merci d'avoir accepté de venir dans notre podcast pour raconter ton histoire. On est très contente de t'accueillir et que tu puisses ajouter ton récit à toutes ces femmes que nous avons rencontrées jusqu'à maintenant. Mais pour commencer, on va te demander de te présenter. Alors, je m'appelle Héloïse, j'ai 38 ans maintenant. Je vis à l'île de la Réunion depuis une dizaine d'années et je suis orthophoniste. Et dans ma famille, il y a mon compagnon, mon petit garçon qui a 19 mois et puis mon compagnon a 2 grandes filles. L'aînée vit en métropole pour ses études et la deuxième est encore chez nous en garde alternée. Et donc, elles ont, la grande à 19 ans et la moyenne, on va dire, à 16 ans. Voilà. Donc, mon fils a 2 grandes sœurs, qui ne sont pas mes filles. Les 2 grandes sœurs. C'est ça. Est-ce que tu peux nous dire dans quelle maison de naissance t'as monté ton projet d'accouchement ? Alors, moi, c'était à Manao, donc la maison de naissance de l'Ouest, qui est située à La Réunion, la seule de La Réunion. Et avant de parler de ton expérience personnelle, on aimerait te demander de nous expliquer en quelques mots ce qu'est une maison de naissance. Donc la maison de naissance, c'est un dispositif qui permet aux femmes d'avoir un suivi physiologique, enfin un suivi unique avec une seule même sage-femme pendant tout le suivi de grossesse et d'accoucher aussi avec cette sage-femme. Mais l'avantage des maisons de naissance, c'est qu'elles sont accolées c'est des structures qui sont accolées à un hôpital. Donc on a à la fois le luxe entre guillemets de la physiologie où on est suivi par sa sage-femme tout au long de la grossesse pour tous les rendez-vous, la préparation à l'accouchement, etc. Et le jour J, c'est la sage-femme ou le binôme de sage-femme qui nous accompagne. Et en même temps, s'il y a quoi que ce soit, on a juste quelques mètres à faire et on est à l'hôpital avec tout ce que la médecine moderne apporte pour les accouchements. Voilà. Ça marche, merci pour cette définition. Aujourd'hui, ton épisode s'inscrit dans notre thématique du mois qui parle de plusieurs suivis à Manao, donc dans la même maison de naissance. Tu as été accompagnée tout au long de ta grossesse, comme tu disais, par l'équipe de cette maison de naissance sur l'île de la Réunion. Et même si ton accouchement s'est finalement terminé à la maternité partenaire, ce suivi personnalisé a profondément marqué ton expérience. Et notre objectif aujourd'hui est d'échanger à la fois sur ce que les maisons de naissance offrent à tous les parents et en même temps sur la dimension assez unique d'un accompagnement global et personnalisé dont on peut bénéficier quand on va à une maison de naissance. Et donc pour commencer et prendre les choses depuis le début, on aimerait savoir ce qui t'a poussé à souhaiter un accouchement physiologique et du coup, dans cette idée-là, comment finalement t'es arrivé à connaître et rencontrer l'équipe de Manao ? Alors je vais remonter un petit peu loin, mais je pense que ça s'inscrit effectivement un petit peu loin. En fait, moi j'ai grandi donc avec des parents médecins et j'ai jamais fait médecine. Enfin, j'ai pas du tout eu envie de faire médecine, mais j'ai toujours été intéressée quand même par ce monde-là. Et puis il se trouve que j'ai un petit frère
avec qui j'ai quasiment 7 ans de différence. Donc je me souviens très bien de la grossesse de ma maman. Et je me souviens très bien de toutes les explications que ma mère me donnait sur, voilà, on en est à tel stade, donc il fait telle taille, il est comme ci, comme ça, enfin voilà. Donc déjà, ça me fascinait déjà un peu le monde des bébés depuis très longtemps. Et puis on va accélérer un petit peu. Pendant le confinement, en fait, j'ai eu une espèce de prise de conscience. Donc moi, je suis orthophoniste, et pendant le Covid, je me suis retrouvée à rien faire, à plus travailler, puisque je faisais pas partie des professions, je sais plus comment ils appelaient ça, là, indispensables ou je sais pas quoi. Et j'ai eu une grosse remise en question professionnelle où je me suis dit mais l'orthophonie c'est pas du tout un métier utile dans les situations extrêmes, on va dire. Et il se trouve que l'idée de faire sage-femme m'avait un peu titillée quand j'étais au lycée, je crois, mais ça me faisait peur de faire des études de médecine et tout ça. J'étais pas prête dans ma tête à ça. Ouais. Mais du coup, pendant le confinement, voilà, cette idée de... En fait, j'avais une colocataire qui est gynéco aussi, gynéco à la maternité. Donc, on discutait beaucoup de ses gardes, tout ça. Enfin, voilà. Et elle me disait, mais tu connais plein de trucs par rapport à ça. Donc, je me suis intéressée un petit peu au métier de doula. Bon, finalement, je me suis dit que c'était pas pour moi pour des raisons que je vais pas développer ici. Mais voilà, j'ai eu tout cet intérêt autour de la naissance, de la grossesse. Et puis, ça m'a amenée à m'intéresser particulièrement aux naissances physiologiques, aux grossesses, on va dire, physiologiques. Voilà, simple. Et en fait, plus je me renseignais là-dessus, plus ça devenait une évidence pour moi de dire, bah oui, en fait, ça me semble à moi être la meilleure façon d'accoucher quand on n'a pas de problématique particulière. Et puis, il se trouve aussi que la maison de naissance Manao, elle a ouvert soit juste avant que j'arrive à La Réunion, soit juste après, mais vraiment dans un délai similaire à mon arrivée à La Réunion. Et donc, j'en ai entendu parler par des collègues, oui, principalement des collègues, des gens en fait que je connaissais qui avaient accouché là-bas, qui me racontaient leur expérience de grossesse et d'accouchement dans une maison de naissance. Et en fait, très rapidement, je me suis dit, mais si un jour moi j'ai un enfant, je me dirigerai vers ça, quoi. Et donc, du jour où j'ai découvert ma grossesse, presque, j'ai décroché mon téléphone, j'ai appelé l'équipe de Manao, je me suis inscrite à la réunion d'information. C'était drôle d'ailleurs parce que quand j'ai fait cette première réunion d'information, toutes les mamans qui étaient dans la salle, elles étaient déjà enceintes, on va dire à un stade visible. Et moi, j'étais peut-être enceinte, je sais pas, de 3 mois maximum, ça se voyait pas du tout, mais j'étais au taquet, je voulais absolument qu'il y ait au moins une sage-femme qui soit dispo pour me suivre. Et bon, finalement, en fait, elles étaient plusieurs à être dispo, mais bon, bref. Non, mais t'as raison. Et donc, voilà, j'étais très, très motivée par ce projet-là. Et je pense que ça aurait pas pu se passer différemment, quoi. J'aurais pas du tout eu envie, ça m'a pas frôlé l'esprit une seule fois de me dire, ah, peut-être que je devrais me faire suivre à l'hôpital. Ouais. Non, c'était ancré dans ma tête et c'était vraiment, j'y tenais à fond, quoi. Voilà, je voulais aller jusqu'au bout du truc. Même pas, je me suis dit, ah, si vraiment je le sens pas, peut-être je pourrais rebifurquer. Non, j'étais à fond. Et ta mère, elle avait accouché comment, du coup, de ton frère? Alors, ma mère, elle a eu 3 césariennes, ma mère. D'accord. Du coup, c'était pas inspiré particulièrement de son histoire ou aussi en contre-pied, quoi. Voilà, c'est ça. On va dire que c'est inspiré en contre-pied parce que quand ma mère m'a raconté son premier accouchement, moi, j'ai eu le sentiment, une fois de plus, je parle de mes ressentis à moi parce qu'elle, elle l'a pas du tout ressenti comme ça, mais de ce que je connais un petit peu de l'accouchement physiologique, j'ai eu l'impression qu'on lui a pas laissé le temps, en fait, de dérouler le truc, enfin, de rentrer dans les différentes phases de l'accouchement. En fait, on lui a proposé une césarienne parce que elle faisait ce qu'ils appelaient à l'époque, enfin ça s'appelle peut-être toujours comme ça même, une dystocie dynamique, c'est-à-dire qu'elle contractait mais elle dilatait pas. Du coup, ils lui ont dit ça va être une césarienne, quoi. Alors que voilà, après je suis peut-être influencée par donc moi j'ai fait assister à la conférence en ligne de Michel Audin et tout ça. Il parle des conditions pour accoucher, etc. Et en fait, elle n'était pas du tout dans les bonnes conditions parce que ils se sont précipités à la maternité dès qu'elle a perdu les os. Ils sont arrivés dans cette salle, il y avait plein de monde. En plus, ils étaient tous les deux étudiants en médecine à l'époque, mes parents, donc ils avaient sans doute beaucoup les lunettes de la pathologie, là, comme il dit Lucille Gomez dans ses BD. Et donc voilà, ça avançait pas, panique à bord, et hop, on fait une césarienne, quoi. Ouais. Et à l'époque, comme après une césarienne, on n'aimait pas trop les accouchements en voix basse, et en fait, elle a eu 3 césariennes. Ok, oui. Mais ils ont quand même fait, alors pour la petite anecdote, ils ont quand même fait une radio. Elle a eu droit à une radio quand moi j'étais in utero pour mesurer des trucs, savoir si ma tête allait passer, machin. Radio du bassin, là. Alors je sais pas parce que c'est vraiment, enfin, je l'ai vu, le cliché, c'est vraiment tout son tronc, quoi. Et c'est vraiment dingue parce que du coup, on voit son tronc et on me voit la forme du fœtus, moi, dans le ventre de ma mère. Et ils ont décrété que de toute façon, c'était même pas la peine d'essayer parce que ça passerait pas.
Et donc, elle a eu une 2e césarienne et après 2 césariennes, pour le coup, elle a eu une 3e césarienne pour mon petit frère. Okay. C'était rigolo parce que moi, je savais quand est-ce que mon petit frère allait naître, quoi. C'était une césarienne programmée, donc je suis arrivée à l'école le matin en disant, moi, je vais avoir un petit frère aujourd'hui. Et voilà. Et, incroyable. Ouais. Voilà. Et donc, moi, je me suis dit, et ma grand-mère aussi, sa mère à elle, a aussi eu 2 césariennes. Ok. Donc les femmes de ma lignée, elles ont eu des césariennes. Du côté de mon père, c'était pas le cas, mais je me suis dit bon, on va essayer de passer à autre chose, quoi, de tenter les choses autrement et on va essayer de laisser faire la nature et de voir ce qui se passe. Parce que a priori, de base, les femmes savent accoucher. Voilà, sauf pathologie. C'est ça, oui. Tant que ça sort pas, comme tu dis, du cadre de la physiologie, a priori, le corps est plus ou moins fait pour ça. C'est ça. En tout cas, tout à l'heure, tu nous parlais de la réunion d'information, tu nous parlais aussi du coup des personnes qui t'ont parlé de la maison de naissance avant même que tu sois toi-même enceinte. Il y a un moment donné où ton conjoint est arrivé, soit avant, soit pendant, soit après. Et j'imagine que tu lui as parlé de ce projet. Du coup, on est curieuse de savoir comment il a réagi à ça. Est-ce que dès le début, il t'a accompagné, notamment à la réunion d'information, ou est-ce que vous avez dû débattre un petit peu ? Alors honnêtement, je me souviens pas trop parce que pour moi c'était tellement évident, ça pouvait pas être autrement comme je disais tout à l'heure. Il se peut que je lui en ai parlé avant quand on a décidé d'avoir ce projet d'enfant. Il se peut que je lui en ai parlé avant d'être enceinte de la maison de naissance. Ouais, donc il connaissait un petit peu parce on a un couple d'amis proches qui ont été suivis à Manao aussi. Et lui il m'a dit de toute façon c'est toi qui accouches donc en fait moi j'ai pas grand chose à dire, je te suis quoi. Okay. Il voulait quand même venir à la réunion d'info pour s'assurer que il y avait des questions justement par rapport aux histoires de transfert, de s'il y a un problème et tout ça, s'assurer de la sécurité, on va dire, de la mère et du bébé, comme on dit. Mais je pense que il s'est pas trop posé de questions. Tant mieux. Et puis donc on est allés ensemble à cette réunion d'info et ça l'a conforté quand il a visité les lieux. Je me souviens très bien pour le coup de ça parce qu'il est sorti, il m'a dit mais c'est génial en fait, c'est génial ce truc. J'ai dit bon super, il est convaincu. Donc voilà, lui il a pas été difficile à convaincre du tout et il a été présent dès le début et il est venu à quasiment tous les rendez-vous, tous ceux il pouvait venir, il est venu. Et puis évidemment le jour de l'accouchement il était là et donc voilà, il a été. Je rigole, malheureusement parfois il y a les aléas de la vie qui font que. Mais... Oui, bien sûr, mais en tout cas dans notre configuration général, de vie, c'était pas envisageable autrement. Et d'ailleurs, tu dis qu'il a été présent à tous les rendez-vous, en tout cas au maximum. Est-ce que tu peux nous dérouler un petit peu comment ça s'est passé votre suivi là-bas ? Est-ce que vous avez été suivi par une ou plusieurs sages-femmes ? Tu nous as parlé au début d'une sage-femme et puis tu as évoqué des binômes. On sait aussi que certaines maisons de naissance proposent à un certain stade des séances de préparation à l'accouchement. Des fois, elles sont en groupe, des fois, elles sont en individuel, des fois, il y a des thématiques choisies, des fois, non. Donc, est-ce que tu peux nous faire une petite vue d'ensemble de ce qui a jalonné votre suivi là-bas ? Alors donc du coup ça a commencé par cette réunion d'info où elles nous ont présenté la maison de naissance, le fonctionnement que moi je connaissais déjà un petit peu, mais bon voilà le fonctionnement et tout ça et les locaux. Donc on a visité les chambres, on a tout visité. Et puis elles se sont présentées elles aussi et leur façon de travailler. Donc à Manao, en tout cas quand moi donc en 2023 quand je suis tombée enceinte, elles se répartissaient les familles aussi par secteur géographique. Donc, de toute façon, en fonction de si on habite au nord ou au sud de Manao, on n'est pas suivi a priori par les mêmes sages-femmes. Il y a certaines sages-femmes qui s'occupent plutôt du nord, certaines sages-femmes qui s'occupent plutôt du sud. Ouais. Après, il y a forcément, il peut y avoir des exceptions, mais bon, globalement, la règle, c'est comme ça. Et ensuite, dans les sages-femmes qui s'occupaient de mon secteur, j'avais en gros le choix entre un binôme de sages-femmes et une sage-femme qui faisait le suivi toute seule. Et il se trouve que dans le binôme de sage-femme, il y en avait une qui était la sage-femme qui avait suivi une de mes collègues et amies pour sa grossesse et qu'elles se connaissent un peu personnellement et tout ça. Donc moi j'avais un a priori positif sur cette personne, mais le coup du binôme, ça me faisait un petit peu hésiter parce que l'autre je la connaissais pas du tout. Et je me suis dit si j'ai moins le feeling avec la deuxième et que le jour de l'accouchement c'est elle qui est là, est-ce que je vais pas me sentir mal à l'aise tout ça. Et en même temps la sage-femme qui était toute seule, pour le coup, je la connaissais pas non plus et elle m'avait paru hyper sympathique pendant la réunion, mais voilà, j'avais hésité un peu parce que cette première sage-femme que mon amie connaissait, ça me tentait bien. Et puis en discutant avec mon compagnon, c'est lui qui m'a dit écoute, c'est toi qui choisiras en dernier, mais moi je pense qu'avoir une seule et même personne tout au long du suivi, pour toi, ce sera plus rassurant. Effectivement, je me suis dit que c'était peut-être mieux comme ça, donc on s'est très vite décidé d'aller demander à donc cette sage-femme qui travaillait toute seule. Donc en fait, elle fait le suivi toute seule, mais évidemment le jour de l'accouchement, elle n'est pas toute seule parce que c'est pas possible. Mais légalement, de toute façon, il faut qu'elle soit deux. Ouais.
Voilà, il y a la sage-femme de soutien et puis elle a pris des vacances par exemple pendant mon suivi, c'était sa collègue. Oui, ou si ça dure trop longtemps, par exemple l'accouchement, il y a besoin Oui, d'un voilà. relais, enfin donc Voilà, il y a des relais, mais en tout cas pour le suivi, on va dire de manière globale, sur la globalité du suivi, c'était elle la sage-femme principale. Et donc je l'ai contactée, elle a tout de suite, quasiment tout de suite validé le fait qu'elle était dispo autour de ma date de terme et tout ça. Et du coup, on l'a rencontrée assez tôt dans la grossesse. Je saurais pas dire exactement à quel stade, mais je suis tombée enceinte en février. Je dirais qu'on l'a rencontrée en avril ou en mai, un truc comme ça. Ouais. Donc les premiers rendez-vous, c'était les rendez-vous un peu de suivi de grossesse, on va dire classique, où elle écoute le cœur du bébé, elle mesure l'utérus, tout ça. Et puis ce qui est génial aussi en maison de naissance, enfin moi je trouve, c'est qu'on a du temps en fait. Oui. En comparaison avec d'autres suivis médicaux ou même si c'est des professionnels, je sais pas moi si on est suivi, j'en sais rien quoi, par un allergologue ou par un endocrino ou je sais pas quoi qu'on voit régulièrement, en général ils ont pas trop le temps quoi. Malheureusement pour eux et pour les patients. Et là, le luxe, parce que moi, je dis toujours qu'accoucher en maison de naissance, c'est un luxe quand même en France, je trouve. Et c'est une chance et c'est un luxe entre guillemets. Et donc là, la chance qu'on avait, c'est que on avait pas un temps illimité, mais on avait vraiment beaucoup de temps pour échanger à la fois directement sur le suivi de grossesse et puis sur tout ce qui va un petit peu autour. Moi, c'était ma première grossesse, donc forcément, j'avais des inquiétudes, des questions. Voilà, on prenait le temps en fait de débriefer tout ça d'un rendez-vous sur l'autre. Et donc, ce que j'ai apprécié aussi, c'est au moment du dépistage de la trisomie 21, donc la fameuse prise de sang, triple test, tout ça. Comme moi, je suis quand même assez âgée pour avoir un enfant, n'est-ce pas? C'est horrible dit comme ça. C'est horrible dit comme ça, mais bon, Je suis assez âgée. Je suis très une grossesse gériatrique. Ouais, ça a changé maintenant. Ah oui, ça a changé? Oui, je sais plus, mais ça a changé. D'accord. Bon, en tout cas, comme j'avais déjà 36 ans quand je suis tombée enceinte, ça plus d'autres facteurs, le fait qu'il était mal placé à l'écho, tout ça, je me suis retrouvée à la suite du triple test dans la zone de risque moyen. Alors, je me souviens plus du chiffre exact, de toute façon, je pense pas que ça ait beaucoup d'importance, mais voilà, il fallait que je fasse le fameux DPNI, donc la deuxième prise de sang où on va chercher des cellules fétales dans le sang de la maman pour pouvoir déterminer s'il y a une pathologie ou quoi. Et donc, entre ce résultat du triple test qui était un petit peu bof, le retourner au labo pour faire le DPNI et attendre au moins 2 semaines, je crois, pour avoir les résultats du DPNI parce que, si je dis pas de bêtises, il me semble qu'à La Réunion, ça part en métropole. Enfin, en tout cas, c'est assez long à traiter. Du coup, ça a été une période hyper compliquée pour moi parce que j'étais en stress, évidemment, que mon bébé, il ait une pathologie. Puis je me disais, puis surtout, s'il a quelque chose, qu'est-ce que je fais, quoi? Est-ce que j'envisage une IMG? Est-ce que je le garde? Enfin, j'étais vraiment assez angoissée. Ouais. Et en fait, ma sage-femme, elle a été dans ce moment-là aussi très soutenante, quoi. Je me souviens qu'on s'était appelé à un moment. Enfin, voilà, ça a fait partie aussi des choses qui ont fait que j'étais hyper contente d'avoir ce suivi global avec une seule et même sage-femme, parce que je me dis si j'avais été suivie par un gynéco d'un côté pour certains trucs, ou alors mon généraliste, ou alors bon, après j'aurais pu en parler à mon généraliste, je pense, mais peut-être que tu rentres pas autant dans l'intime si tu fais autant de suivis différents aussi, comme tu dis, comme eux l'abordent de manière superficielle parce qu'ils ont moins le temps. Toi-même, tu oses moins leur prendre du temps aussi parfois, ou c'est toute une dimension qui se joue, quoi. C'est ça. En fait, je trouve que la relation qui se crée entre la mère ou le couple et la sage-femme de suivi global, ou les sages-femmes, c'est quand il y en a deux, c'est vraiment un truc un peu indescriptible. C'est un peu, c'est pas une relation soignant-soigné classique. C'est pas une relation comme avec un psy ou quelque chose, et c'est pas non plus, on n'est pas copines, quoi. Mais voilà, il y a un lien hyper spécial qui se crée, et en plus avec notre sage-femme, ça a tilté quand même assez vite. Très vite, moi, je me suis sentie très à l'aise pour parler avec elle. J'ai pu évoquer avec elle des trucs que j'évoque pas forcément hyper facilement avec les soignants et tout ça. Et du coup, voilà, ça crée ce lien, comme je dis, qui fait que dans ces moments-là où on est stressé, on est inquiet, machin, on hésite moins à échanger, à demander du soutien, parce qu'on a pu créer cette relation-là, quoi. Ouais. Donc finalement, il s'est avéré que le DPNI était correct, enfin négatif ou positif, je sais jamais comment on dit, mais en tout cas, il n'y avait pas de pathologie. Donc ça m'a bien soulagée. Et puis donc on a continué comme ça les différents rendez-vous de suivi de grossesse. Et en fin de grossesse, à Manao, en tout cas, les séances de préparation à l'accouchement se font aussi avec notre sage-femme. Ok. Donc avec la mienne, elle avait des sujets à aborder. Elle avait une liste. Voilà, on va faire une séance sur l'allaitement, une séance sur je sais plus quoi, une séance sur les transferts justement, et une séance machin. Mais voilà, on donnait un thème à la séance, et en fait c'était plus sous forme de discussion libre. Qu'est-ce que toi tu sais sur l'allaitement par exemple, et puis qu'est-ce que t'envisages, machin. Enfin voilà, c'était pas du tout un cours théorique.
C'était vraiment plus sous la forme d'un échange. Quand il y avait besoin, elle a aussi des maquettes de bassins, des maquettes de bébé dans sa poche avec son placenta et tout. Donc, s'il y a besoin d'expliciter concrètement, elle peut le faire. Moi, j'ai apprécié que ça se fasse en individuel. Ok. Parce que en groupe, je trouve que c'est un peu compliqué. Voilà, je vous disais avant l'enregistrement que je suis assez bavarde et donc en groupe, j'ai l'impression que parfois je prends trop de place, donc je m'empêche de dire des trucs et en même temps, je suis moins à l'aise dans la configuration de groupe. Donc, j'étais très contente que les cours de préparation se fassent juste en tête-à-tête avec ma sage-femme. Oui, finalement, tu pouvais lui poser et dérouler toutes tes questions et tout ce dont tu avais besoin pour vivre au mieux ta grossesse. C'est ça. Et puis, comme je disais tout à l'heure, on avait du temps devant nous. Et puis, c'était vraiment personnalisé pour le coup, parce que il y avait des thèmes sur lesquels moi, j'étais quand même un petit peu informée d'avance. Donc, on n'est pas obligé d'y passer 4 heures. Et puis, à l'inverse, il y avait d'autres choses où moi, j'avais peut-être plus de questions qu'une autre femme. Et en l'occurrence, la séance sur les transferts, elle m'avait pourtant tout expliqué. Elle m'avait bien dit que c'était une option envisageable, même si moi, je voulais aller au bout de la physiologie. Elle m'avait dit, de toute façon, voilà, moi, si je décide de te transférer, c'est qu'il y a en fait une bonne raison de le faire. J'ai bien compris que tu voulais aller au bout et du coup, voilà, je te transférerai pas s'il y a pas une bonne raison de le faire. Oui, bien Donc ça, sûr. c'est important pour la suite. Du coup, on dit grossesse tardive, je crois. Ah oui, c'est ça. Mais bon, D'accord. je pense que beaucoup de gens utilisent encore malheureusement le terme de gériatrique, qui est fort peu ragoûtant. C'est ça. Tu nous as parlé là de cette petite période de stress qui dure une bonne dizaine de jours là quand t'attends les résultats du TPNI et de ce genre de choses. Mais est-ce que tu as eu d'autres stress ou d'autres peurs, que ce soit lié à ce que tu traversais? Tu nous as expliqué que c'était ta première grossesse et que donc t'avais tout un tas de questions. Est-ce que c'était juste de l'ordre du ressenti ou est-ce que t'as vraiment souvenir d'avoir eu des points précis qui t'ont vraiment tracassé peut-être de manière récurrente, voire même des choses qui pouvaient t'inquiéter pour le jour J? Alors en fait, paradoxalement, je pense que contrairement à plein de femmes, moi ce qui me faisait le plus peur, c'était pas l'accouchement, c'était l'après. Puis comme j'avais un peu un moment envisagé de devenir doula, j'avais fait des formations. Donc j'ai assisté à la conférence de Michel Audin et Liliana, je ne sais plus comment. Mais voilà, Paramana Doula, ils appellent ça. J'avais fait aussi la formation de une sage-femme canadienne qui fait Quantique Mama, Karine? Ouais, c'est ça. Donc j'avais fait aussi le séminaire de cette sage-femme, puis je m'étais renseignée à droite à gauche. Donc en fait, j'avais l'impression que j'arrivais quand même par rapport à la moyenne des femmes, sans vouloir me mettre en avant, avec un bagage de connaissances sur la grossesse et l'accouchement physiologique déjà un petit peu étoffé, quoi. Mmh. Donc en fait, j'étais pas très inquiète. Pendant ma grossesse, j'ai été quand même relativement sereine, à part cet épisode du DPNI. C'était plus que j'avais des questions, je me souviens même plus, quoi, mais des trucs un peu concrets, des trucs un peu pratiques. J'avais pas trop d'inquiétude sur la grossesse et l'accouchement en tant que tel. Mmh. Mais voilà, j'étais plus inquiète sur le postpartum et l'allaitement, comment ça va se mettre en place et la fatigue et tout ça. Il y a juste eu un truc pendant la grossesse, c'est l'écho. Alors je crois que c'est la 2e écho obligatoire où on peut, si on souhaite, déterminer le sexe du bébé. En fait, moi, depuis que j'avais envisagé d'être maman, enfin depuis des années, je m'étais toujours projetée maman d'une petite fille. Je sais pas pourquoi. Oui. Mais dans ma tête, c'était évident que j'aurais une fille. J'en avais même rêvé, enfin un truc un peu. Pourtant, je suis pas du tout du genre à croire à mes rêves et à penser aux rêves prémonitoires et machin. Mais j'avais eu des rêves très réels. Enfin, je sais pas comment dire, mais des rêves très réalistes avec une petite fille. Enfin, me visualisant comme maman d'une petite fille. Et j'avais même fait dans un tout autre contexte, j'ai fait un suivi court en hypnose. Et à un moment, j'ai fait une séance d'hypnose, donc où sous hypnose, la thérapeute me faisait imaginer le champ des possibles, enfin mon futur, quoi. Et dans mon champ des possibles, il y avait une petite fille qui avait un prénom, tout ça. Enfin, c'était hyper fort comme truc. Et donc, au début de la grossesse, en discutant avec mon compagnon, il m'avait dit, tu sais, Héloïse, faut quand même que tu te fasses à l'idée que peut-être ça va être un petit garçon et tout ça et tout ça. Et moi, je lui ai toujours dit, oui, je sais que ça peut arriver, mais en tout cas dans ma tête, il y a ce truc-là qui est super fort. Et puis je sais pertinemment que si c'est pas une petite fille, je vais être déçue, non pas parce que ce bébé-là actuel sera un petit garçon, mais parce que vu la configuration de notre famille, nos âges respectifs, parce que mon compagnon il est un peu plus âgé, a priori on n'aura pas d'autres enfants ensemble. Et donc en fait, si c'est un garçon, ça veut dire que j'aurai jamais de fille. Bon bref, et il m'avait dit oui, mais bon, prépare-toi. Et on arrive pour faire la fameuse écho, donc on voulait demander le sexe pour que justement je puisse moi me projeter et pas. Et te préparer à l'idée, peut-être. C'est ça. J'avais peur que si j'attendais l'accouchement pour découvrir le sexe de mon bébé, ça me gâcherait un peu cette journée-là si c'était pas ce à quoi je m'attendais.
Je sais que c'est un peu terrible à dire comme ça et j'espère que mon fils, il écoutera pas ce podcast dans 10 ans en se disant: «Mais mon Dieu, elle est horrible, ma mère». Non, Non, bah, tout non, il y a des existe et c'est raisons. tout à fait légitime. C'est ça. Et c'est une question de deuil finalement. C'est exactement. Bah oui. Exactement. Et en fait, quand on est arrivé à cette fameuse échographie, donc on s'installe, machin, elle nous fait l'écho. Et pareil, j'ai déjà vu plusieurs fois des échographies de ce stade-là de la grossesse. Et en fait, donc elle passe la sonde d'échographie sur mon ventre, et là, elle se promène, tout ça. Et puis à un moment, elle passe sur quelque chose, elle s'arrête et elle me dit est-ce que vous comprenez ce que vous avez vu? Et je dis ben je crois que oui, mais dites-moi quand même. Et moi j'ai vu on va le dire comme ça, un zizi de petit garçon, quoi. Ouais. Et elle me dit, bah oui, c'est un petit garçon. Et là, j'ai fondu en larmes, mais Oui, je m'y mais je attendais pense pas, que- quoi. Oui, Je mais normal, m'attendais c'est à être normal. déçue, mais je sanglotais, quoi, vraiment. Elle a arrêté l'écho, elle a été adorable. Elle m'a donné des mouchoirs, tout ça, elle m'a dit, mais c'est normal, enfin. Mais voilà, j'ai vraiment sangloté pendant plusieurs minutes. Et puis elle a terminé son échographie, on est sortis et on est arrivé dans la voiture. Et là, j'ai à nouveau fondu en larmes. Enfin, et mon compagnon, il était un petit peu estomaqué. Enfin, il savait que enfin, je lui avais déjà dit que je serais déçue, mais il s'attendait pas à une réaction aussi forte. Et c'est là que je lui ai dit, mais tu sais, en fait, pour moi, c'est un deuil. Voilà, C'est ça. je suis désolée pour ce Mhm. bébé à venir parce que c'est pas de sa faute à lui. Il a rien demandé et lui, c'est un petit garçon. Bah voilà, c'est comme ça. Mais en fait, moi, j'aurais jamais de fille et du coup, ça, c'est difficile à encaisser. Ce qui est difficile à encaisser, c'est pas d'avoir un petit garçon, c'est de jamais avoir. Oui, c'est ça. Ce que j'allais dire, Oui. c'est le deuil du projet. C'est pas tant l'enfant qui va Ouais. arriver. C'est le C'est deuil ça. du projet, comme tu dis. En plus que vous saviez que vous en auriez peut-être qu'un. Tu le fais tout de suite, du coup, le deuil. Enfin, tu te le prends un peu en pleine face tout de suite. C'est ça. Donc ça m'a pris quand même ouais une bonne semaine, 10 jours pour digérer la nouvelle. J'en ai parlé autour de moi. Oui, c'est honnête. C'est court. Ouais, c'est ça. J'ai dû, je pense que j'ai appelé ma psy en urgence en mode j'ai besoin de vous là, ça va pas du tout. Donc je suis allée voir cette dame qui m'a beaucoup aidée, qui travaille en EMDR et on a fait une séance là-dessus et du coup ça, j'ai compris aussi pourquoi j'étais autant attachée à l'idée d'avoir une petite fille. Ouais. Parce que voilà, il se trouve que, bon, sans trop rentrer dans les détails, dans mon passé, j'ai fréquenté des hommes pas très fréquentables, justement, un peu toxiques. Ouais. Et donc, du coup, je pense qu'il y avait en moi cette peur de ce que va devenir mon fils, en fait. Enfin, Ouais. voilà. Et puis avec une fille, j'avais l'impression que peut-être je saurais plus la protéger parce que moi déjà je me suis armée et donc je pourrais lui transmettre Oui. ce que la vie m'a appris et puis j'avais l'impression que je saurais mieux faire avec une fille. Enfin, bon, il y avait plein de choses. Donc j'ai réussi à détricoter tout ça avec la psy et puis finalement à me dire bon bah de toute façon ce bébé il était ultra voulu donc je vais l'aimer c'est sûr. Il y a pas de problème là-dessus. Et puis bon bah on va faire avec quoi. Et c'est un petit garçon, bah je vais en faire un petit garçon féministe, ouvert d'esprit et respectueux des femmes. Beau projet. Avec toutes les armes que t'avais, justement, il y a peu de chances que ça devienne un homme que t'appréhendes. C'est ça, bah j'espère, ouais. Et ce que j'ai fait aussi assez rapidement, c'est que je suis allée acheter des petits vêtements parce que j'avais rien acheté encore à ce stade-là. Et donc du coup, je suis allée toute seule faire les magasins et j'ai choisi des petits vêtements un peu parce que malheureusement tous les vêtements sont genrés maintenant, donc on n'a pas trop le choix. Oui, c'est un peu compliqué. Donc voilà, des petits vêtements de petits garçons que je trouvais mignons et donc j'ai acheté quelques pyjamas, quelques petites tenues et donc du coup ça m'a bon, ouais, je me suis dit allez voilà, comme ça je pourrais me projeter avec mes petits pyjamas. Et puis voilà, puis finalement petit à petit ça s'est estompé. Oui, après, je pense que c'est le fantasme qui s'étouffe pour la réalité de cet enfant. Exactement. Donc, du coup, ça, tu vois, l'un prend la place de l'autre et du coup, ça devient tout à fait normal après d'avoir cet enfant qui arrive. Ouais. Et je suis vraiment contente d'avoir choisi de connaître le sexe du bébé avant. Oui. Parce que ça permet justement voilà de se projeter, de parler de lui en le genrant correctement, enfin même par rapport au De prénom l'élaborer et tout avant, ça, quoi. enfin voilà, on avait des idées de prénoms mais on n'était pas trop déterminés et puis du coup bah là déjà on s'est fixé sur les prénoms de garçons et puis on a fini par trouver son prénom, enfin ça permet quand même de se projeter. Moi en tout cas ça m'a beaucoup aidé. Et je voulais juste préciser, aucune échographie n'est obligatoire parce que tu disais la deuxième obligatoire. Elles sont pas obligatoires. Par contre, quand on est suivi en maison de naissance, il y a un peu un contrat entre la maison de naissance et nous-mêmes et elle demande au minimum les 3 plus fréquentes du premier, deuxième et troisième trimestre. Mais dans la loi, c'est vrai que c'est pas obligatoire. D'accord, ouais. Mais c'est très fortement. À la maison de naissance, ça fait partie un peu du contrat tacite pour être suivi. Elles ont besoin un minimum de ces plans médicaux et du coup, elles le demandent. Je précise juste pour les gens qui ne le savent pas ou qui se posent la question. En tout cas, tu viens de nous parler du fait que tu avais appelé un peu en urgence ta psy pour parler de cette problématique quant à tes projections sur le sexe de ton enfant. Est-ce que tu en as parlé aussi avec tes sages-femmes? Est-ce que tu leur as fait part en fait de tout ça et est-ce que ça a favorisé le fait que justement ton deuil, parce que moi je trouve que c'est rapide quand tu nous dis 1 semaine, 10 jours, je trouve que c'est particulièrement rapide quand tu as eu autant d'attentes depuis aussi longtemps.
enfin au temps d'attente. Tu nous décris, tu vois, des rêves, des choses vraiment fortes et puissantes. Donc je me demandais, est-ce que c'était vraiment juste le MDR qui avait amené à ça? Est-ce que ça a fait partie aussi du suivi? Savoir un petit peu ce qui a pu te marquer dans cet accompagnement aussi global dont tu as bénéficié à la maison de naissance, peut-être à ce moment-là, peut-être à d'autres moments, et qui finalement a permis de te rassurer jusqu'au bout, quelles que soient les étapes émotionnelles que tu as traversées. Alors en fait, oui, je pense que j'ai un peu trop résumé tout à l'heure. Quand je dis 1 semaine 10 jours, c'est 1 semaine 10 jours pour arrêter de pleurer tous les jours et de voilà. Donc Oui, mais c'est déjà la première phase. après voilà, Oui. l'acceptation, elle met plus de temps en profondeur, mais donc il y a eu cette séance de MDR qui a bien débloqué les choses, mais évidemment que j'en ai beaucoup parlé avec ma sage-femme et que on a évoqué aussi ces choses-là avec elle et puis OK. et puis qu'elle a fait partie aussi, voilà, j'en ai discuté avec ma mère, j'en ai discuté avec mon compagnon, j'en ai discuté avec ma sage-femme, avec certaines amies et voilà, en fait, c'est vraiment un tout, quoi. Et effectivement, ma sage-femme a fait partie des choses qui m'ont permis de digérer l'info, quoi. À part ça, il y a pas eu d'autres, tu disais tout à l'heure, pas de peur de l'accouchement, et cetera. Toi, c'était plus l'idée du postpartum qui pouvait être stressante, mais à part ça, du coup, tes sages-femmes ont su à peu près te rassurer sur tous les points. Tu nous as dit que tu avais été donc ponctuellement aidée pour cette problématique-là avec une psychologue. Est-ce que tu as vu d'autres professionnels de la périnatalité pour pas forcément des problèmes, juste des fois pour des accompagnements aussi complémentaires, que ce soit du yoga, du chant, de l'aquamaternité, de l'aptonomie, peu importe, voire de l'ostéo si tu avais besoin? Alors, on n'a pas fait d'aptonomie, ça me titillait un peu l'aptonomie, mais je savais que ma sage-femme était pas forcément partante pour faire les 2 parce que non pas qu'elle est contre l'aptonomie, pas du tout, mais en fait déjà elle est pas aptonome, mais elle a des connaissances en aptonomie, donc elle fait déjà un peu du toucher aptonomique. Enfin vraiment, c'était dingue parce que je me souviens une fois, elle a posé les mains sur mon ventre et hop, mon bébé, il est venu me dire bonjour, quoi. Clairement, ça semblait vraiment pas du tout un hasard, quoi. Donc voilà, elle a déjà des notions comme ça et puis elle estime que ça multiplie un petit peu les suivis et que ça peut nous éparpiller un petit peu. Donc elle me dit moi je ne le recommande pas, mais évidemment j'interdis rien à mes patientes. Si tu veux aller faire de l'aptonomie, tu peux aller faire de l'aptonomie. Je me suis dit bah effectivement elle a peut-être raison, donc on va rester sur le suivi avec elle. Donc j'avais vu une ostéo que je connais un petit peu, enfin voilà, avec qui je suis très à l'aise et tout, pour faire le point avant, pour être sûre qu'il y ait rien qui bloque quoi que ce soit. Parce que pour la petite anecdote, moi j'avais une grande trouille, c'était d'être stérile. Je sais pas pourquoi je m'étais mis ça en tête, mais j'avais super peur de pas réussir à tomber enceinte. Je sais pas pourquoi, parce qu'il y a pas d'historique de ça dans ma famille. Avec tout ce qu'on entend, vu qu'on parle de plus en plus des grossesses et des grossesses problématiques ou des gens qui ont du mal à faire des bébés, enfin moi ça m'étonne pas trop que ça puisse être une peur ambiante aussi, hein. Ouais, peut-être, ouais, les histoires autour de moi. Donc j'étais allée voir l'ostéo dès qu'on a décidé d'arrêter la contraception pour qu'elle fasse un check-up. Bon, elle m'a dit bon, a priori tout est bon, il y avait juste quelques petites tensions, machin. Je suis pas allée la voir dès le début. Je suis allée la voir, j'avais arrêté ma contraception peut-être depuis 2 mois, un truc comme ça. Et donc je suis allée voir cette ostéo-là. J'ai pris des compléments alimentaires, Onagre et Bourrache ou je sais pas quoi. Enfin, en gros, j'avais l'impression quand je regardais mon cycle, parce que j'essaie de m'intéresser aussi pas mal au cycle et tout ça. J'avais plus de contraception hormonale depuis des années, donc j'arrivais bien à observer mon cycle et tout. Et j'avais l'impression que ma phase lutéale, donc la 2e phase du cycle après l'ovulation, elle était un peu courte. Et elle était un peu, parfois j'avais des spottings, donc des petites pertes de sang, ce genre de choses. Elle était pas ouf, quoi, ma phase lutéale. Donc j'étais allée me renseigner et j'avais lu que on pouvait prendre je ne sais plus quelle, je sais plus si c'est l'huile d'onagre ou l'huile de bourrache. Je crois que c'est onagre, mais je suis pas sûre. Enfin bref. Donc j'avais pris des compléments alimentaires et tout ça. J'étais allée voir mon ostéo et en fait je suis tombée enceinte le 3e mois d'essai, donc j'ai eu aucun problème. Donc voilà. Et l'ostéo, j'ai continué à la voir. J'ai dû peut-être la revoir 2 ou 3 fois pendant la grossesse. À un moment parce que bon, j'ai pas eu des maux de grossesse très invalidants, mais j'avais quand même une douleur au milieu du dos. Je devais avoir un nerf pincé ou un truc comme ça, qui faisait que j'avais du mal à rester longtemps dans la même position quand j'étais assise ou debout. Et donc du coup, je suis allée la voir en cours de grossesse pour ça. Et puis en fin de grossesse, je l'ai revue parce qu'elle m'avait conseillé, en fait, elle m'avait dit si tout va bien, bah tu viens pas me voir. Sauf à je sais plus combien, 38 semaines ou je sais pas quoi. Et là, on fait le point pour voir si le bassin est bien souple, surtout pour préparer un accouchement physio. Elle m'avait quand même conseillé à une date clé, je sais plus à quel terme exactement, mais de revenir la voir. Donc j'étais allée la voir. Et puis en toute fin de grossesse, donc on y reviendra peut-être plus tard, mais moi j'étais en termes dépassés. Donc j'ai essayé à peu près toutes les méthodes pour accoucher. Et donc je suis aussi allée voir quelqu'un qui faisait de l'acupuncture pour essayer d'accélérer un petit peu les choses.
Donc voilà, mais après à part donc ostéo, si je me souviens même plus si à part cette séance de MDR le MDR c'était un truc un peu à part que j'avais fait pour autre chose à d'autres moments, mais sinon j'ai une psychologue avec qui je suis toujours un petit peu en suivi depuis très longtemps de manière un peu ça dépend des moments, des fois c'est rapproché, des fois c'est éloigné, mais j'ai jamais vraiment arrêté. Donc j'ai dû la voir quelques fois pendant ma grossesse, mais plus un peu pour faire le point sur comment va ma vie et voilà. Mais sinon, ah si, j'ai fait un massage prénatal aussi. On m'avait offert ça avec une doula justement. Et alors ça, c'était super. Franchement, incroyable. J'aurais dû en faire plus. Ça consiste en quoi? Enfin, en quoi c'est particulièrement prénatal? Eh ben, c'est qu'elle a des techniques de massage en fait adaptées aux femmes enceintes, que ce soit en termes de positionnement. Donc elle m'a massé principalement sur le côté parce que j'étais assez avancée dans ma grossesse, donc j'avais déjà un gros bidon. Ouais. Et puis les techniques de toucher sont voilà, elle masse pas le ventre si la femme ne le souhaite pas. Enfin voilà, c'est adapté en fait à la femme enceinte et elle utilise aussi des huiles qui sont ok pour les femmes enceintes. Enfin voilà. Et puis comme elle est doula aussi, on peut discuter un petit peu s'il y a des choses, on peut en profiter quoi. Donc et d'ailleurs pareil, on y reviendra peut-être plus tard, mais cette même doula m'a fait aussi un soin. Alors c'est pas vraiment du rebozo parce que c'est un protocole assez particulier, mais avec le tissu du rebozo, elle m'a fait un resserrage du bassin après l'accouchement aussi. D'accord. Bah, c'est intéressant. En tout cas, c'était un suivi très complet. Est-ce que tu te sentais prête à aborder l'accouchement? Ouais. Moi, je me sentais, j'avais presque hâte en fait d'accoucher. Enfin, non, je mens un petit peu parce que donc pour rappel, je vis donc à La Réunion, mais je ne suis pas originaire de La Réunion. Donc en fait, moi, toute ma famille, elle est en métropole. Et ma mère avait prévu de venir un tout petit peu avant ma date de terme et puis de rester un petit peu après, enfin voilà, pour être là pour l'arrivée du bébé. Et donc je voulais surtout pas qu'il arrive avant ma mère, quoi. Donc moi j'avais une date dans ma tête, jusqu'à telle date, il était hors de question qu'il naisse. Et puis de toute façon, je me sentais pas complètement prête, mais c'était plus dans le sens matériel en fait. C'est bizarre. Ouais. J'avais l'impression qu'il y avait toujours des trucs à faire. En plus, on est parti en vacances assez longtemps au milieu de ma grossesse, donc en juillet-août par là. On est revenu fin août, début septembre. Moi, je bossais encore et j'avais l'impression en fait que je serais jamais prête quoi. C'est complètement idiot parce qu'on a du temps en termes de congé maternité avant la naissance. On a quand même plusieurs semaines, donc. Oui. Et puis je voulais bosser jusqu'au bout parce que c'est un peu bête, mais je suis indépendante et tout ça, donc je me disais ouais bon les patients machin. Je voulais vraiment aller jusqu'à la date officielle du congé maternité. Et puis quand je suis rentrée de vacances et que j'ai revu donc ma sage-femme, elle m'a dit tu sais Héloïse, le congé patho c'est pas forcément parce qu'il y a une pathologie, c'est aussi pour éviter les pathologies qu'on peut le prescrire. Et j'ai trouvé que c'était pas mal comme formulation. Elle m'a dit t'es quand même un peu fatiguée, voilà j'avais quand même un beau bébé tout ça. Elle me dit bon c'est toi qui vois, mais moi t'as juste à me demander et je te le prescris le congé patho quoi. Enfin ça arrive on n'a pas 36 grossesses dans notre vie, on a cette possibilité là qui nous est offerte de rajouter un petit peu de rab. On peut pas l'obtenir comme ça, faut quand même qu'il y ait une raison pour mettre quelqu'un en congé patho. C'est pas un congé de convenance. Mais les raisons notamment que t'expliquais, oui. Mais c'est ça, moi j'étais quand même fatiguée, j'avais mal au dos tout le temps, je dormais mal. Elle m'a dit bon, ce serait bête en fait de tirer sur la corde et du coup d'arriver en congé maternité complètement lessivée et du coup de pas être prête entre guillemets. Ouais. Elle me dit voilà une naissance, il faut que ça mature, il faut que tu aies du temps aussi où tu fais rien en fait et où tu es juste en train de faire grandir ton bébé et t'es pas t'occuper d'autre chose dans ta tête en fait. Donc elle m'a convaincue de m'arrêter un petit peu plus tôt, donc je me suis arrêtée mi-septembre. Et du coup j'ai pu quand même me préparer matériellement, c'est tout bête mais les sacs, donc on prépare un sac pour la maison de naissance, un sac en cas de transfert, des dernières petites choses que je voulais faire, je me souviens plus très bien, mais ranger des trucs dans la maison, cuisiner, et puis surtout prendre le temps en fait de se reposer parce qu'en fait un accouchement c'est une épreuve sportive, donc il faut aussi arriver reposé, sinon ça marche moins bien quoi. Oui, c'est clair. Quand tu nous as écrit par mail au moment de proposer ton récit pour notre podcast, tu nous as parlé notamment du fait que tu avais accouché proche du terme, en dépassement de terme, et du coup les derniers jours avant l'accouchement ont été plutôt éprouvants moralement. Qu'est-ce qui t'a particulièrement pesé dans cette attente? En fait, c'était assez étrange parce que, comme je disais tout à l'heure, jusqu'à un certain point, moi, j'étais pas du tout pressée d'accoucher. En plus, je savais pertinemment que toutes les semaines
de grossesse sont importantes. C'est-à-dire que, voilà, même si un enfant naît 1 semaine ou 2 avant terme, en l'occurrence, en tant qu'orthophoniste, je sais par exemple que la déglutition, tout le schéma de déglutition, c'est quelque chose qui se met en place assez tard dans la grossesse. Donc un bébé qui est pas considéré comme prématuré par les médecins, mais qui est né un tout petit peu avant terme, il peut avoir un peu des petites difficultés de succion, de déglutition, parce qu'il a pas eu le temps de maturer tout ça in utero. Ouais. Donc moi, j'étais pas du tout pressée, j'avais pas du tout envie d'accoucher avant terme. Bon, 1 semaine, allez, je voulais bien, mais mais voilà. Donc j'avais en plus cette date de ma maman qui arrivait à la Réunion, voilà. Et à partir du moment où dans ma tête, j'étais prête, ma mère était arrivée, je savais que c'est bon, a priori, tout était en place pour mon bébé. En fait, j'ai quasiment switché du jour au lendemain. Il y a un jour où je me suis dit: «Allez, ça y est, j'en ai marre. C'est fini, je veux qu'il arrive». C'est bon, c'est le moment, là. Sauf que je devais être à, je sais pas, peut-être 39, 40, je sais plus à combien j'étais. Je sais que mon terme officiellement, c'était le 11 novembre. S'il y avait eu aussi l'histoire du 4 novembre, parce que les filles de mon compagnon, elles s'étaient mises dans la tête que ce bébé, il arriverait le 4 novembre. Je sais pas pourquoi. Et donc le 4 novembre est arrivé, et en plus la veille au soir, je crois que c'était ce soir-là, j'ai eu pas mal de contractions. Je me dis, oh, tiens, peut-être qu'elles avaient raison les filles. Et en fait, que dalle. Et c'était un peu toujours la même chose. En fait, la journée passait, puis le soir, je me disais, oh, je suis un petit fatiguée, ça contracte un petit peu. Bon, allez, je vais me coucher, peut-être il va se passer quelque chose cette nuit. Puis en fait, je me réveillais à 4 heures du matin, il s'était rien passé, et je me rendormais plus. Et c'était, je sais pas pourquoi, vraiment, quand je vous disais du jour au lendemain, j'ai switché dans ma tête et j'en pouvais plus, en fait. Je n'avais qu'une seule envie, c'était qu'il sorte, qu'il soit là. Que je l'ai enfin dans les bras, parce que c'était bon, 9 mois, j'avais suffisamment maturé le truc, je voulais avoir mon petit bébé dans les bras. Je voulais que ma maman puisse aussi être là pour les premiers jours, parce que vu que j'étais partie sur un projet d'accouchement physio, je savais que j'allais rentrer, enfin qu'il y avait de fortes chances que je rentre à la maison directement après mon accouchement. Et donc je me disais, c'est bien, si ma mère est là, elle va pouvoir gérer un peu la logistique, machin, puis mon compagnon et moi, on va pouvoir profiter de notre bébé sans avoir à se dire, ah merde, faut aller faire les courses, qu'est-ce qu'on va manger ce soir et tout ça, quoi. Donc voilà, j'avais d'un seul coup, je suis passée de c'est bon, il peut prendre son temps à ça y est, il peut sortir. Il n'y a pas eu d'entre-deux. Et vraiment, ouais, je sais pas pourquoi ça m'a cassé le moral. Alors j'étais fatiguée parce que je dormais mal en fin de grossesse, comme beaucoup de femmes enceintes. J'avais du mal à trouver une position confortable, j'avais le sommeil hyper léger, enfin c'était pas du tout confortable. Je me réveillais souvent, vers les coups de 4-5 heures. Impossible de me rendormir. Donc j'allais dans la chambre qu'on avait préparée pour mon fils, et en fait, comme c'était la chambre avant de la fille aînée de mon compagnon qui venait de quitter la maison, on avait gardé son lit à elle. Donc on avait le berceau pour le bébé, et puis on a toujours d'ailleurs un lit de place qui nous sauve bien des nuits. Donc j'allais me poser dans ce lit-là, j'essayais d'écouter des séances d'hypnose, parce que j'avais pris un programme de préparation à l'accouchement avec des séances d'hypnose, donc j'essayais d'écouter mon hypnose. Ah oui, un truc que j'ai oublié de dire tout à l'heure dans les différents professionnels que j'ai vus pendant la grossesse. En fin de grossesse aussi, ça devait être vraiment dans les 2 dernières semaines. Sur les conseils de ma sage-femme, je suis allée voir une dame qui, à l'origine est pharmacienne, mais qui maintenant travaille en fait avec des parfums. Enfin, je saurais même pas poser un nom sur sa profession, mais en l'occurrence, une de ses cartes, on va dire, qu'elle a dans les mains, c'est qu'elle peut préparer des parfums spécifiques, des odeurs spécifiques à un moment pour ancrer le truc. Enfin, en fait, elle m'a fabriqué un parfum de naissance, une odeur de naissance. Incroyable. C'est génial. Ah, je connaissais pas. Ah, c'est super. Elle est extraordinaire. Elle s'appelle Laure, je sais plus comment. Je sais pas si c'est tout le temps le cas, mais certains aromathérapeutes font ça. Ouais, alors elle est même pas vraiment aromathérapeute. Enfin, je sais plus trop exactement quelle étiquette elle a, mais bon, peu importe. Je suis allée la voir en fin de grossesse parce que, oui, j'en avais marre. Donc, on a beaucoup discuté. Elle m'a fait sentir plein d'odeurs différentes. Je devais lui dire si j'aimais ou pas, ce que j'en pensais, tout ça. Donc, en fait, on a vraiment construit un parfum sur mesure avec 2 gouttes de truc, 3 gouttes de ci, 4 gouttes de ça. Un truc unique et non reproductible presque. Et elle m'a fait une petite fiole de ce mélange-là. Et l'idée, c'était que quand je faisais mes séances d'hypnose de préparation, des choses agréables, j'ancrais en fait cette odeur-là, pour ensuite, pendant l'accouchement, venir la sentir et essayer de me remettre un peu dans l'état de l'hypnose pour faire baisser un peu la tension et tout ça. C'est chouette. Donc voilà l'idée du parfum de naissance. Et donc pendant ces semaines-là, ces jours même juste avant la naissance, quand je me réveillais et que j'avais des insomnies, donc j'allais l'installer dans la chambre de mon fils et j'essayais d'écouter mes séances d'hypnose en respirant mon parfum de naissance, voilà, d'essayer de me détendre un petit peu, de lui parler, de lui dire que j'étais prête, qu'il pouvait venir, enfin tous les trucs classiques quoi, mais bon, ça marchait pas trop.
Et puis en plus, j'étais vraiment très très grosse, enfin très très grosse. J'avais vraiment un très gros ventre à la fin de ma grossesse. Enfin, le cliché quoi. Vraiment, j'avais mon corps et bloup, j'avais un énorme ventre comme ça. J'ai pas pris énormément de poids pendant ma grossesse, mais tout était dans le ventre quoi. Donc du coup, j'étais penchée en arrière, j'étais vraiment en mode baleine. J'avais plus envie de rien faire, j'avais plus envie de marcher, j'avais plus envie de sortir, mais j'avais plus envie de rester à la maison. Enfin, voilà, ces dernières semaines, elles ont été un petit peu longues et douloureuses. Et heureusement. Il y a eu quand même voilà les rendez-vous avec ma sage-femme. Du coup, elle était vraiment hyper dispo à ce moment-là. Moi, je l'ai vue presque tous les 2 jours, un truc comme ça, quoi. Ok. Donc, mon terme, c'était le 11. Je crois que on s'est vu le jour du terme. Il y a des chances. C'est légalement dans le obligatoire, protocole. normalement. Oui, je crois que ça fait partie. C'est ça, je crois qu'on s'était vu la veille parce que je voulais absolument la voir et en fait, je suis revenue le jour du terme parce que il fallait. Le jour du terme, Et- t'es obligé, ouais. Ouais, c'est ça. Et là, bon on a fait monito, tout ça. Bon, tout allait bien. Je lui avais demandé de m'examiner quand même, donc il n'y a pas grand-chose qui bougeait au niveau de mon col, mais je contractais un petit peu, mais c'était pas des contractions franches et tout ça. Bon, bref. Donc elle m'a proposé de tenter un décollement des membranes. Donc j'ai accepté. Ça a été difficile parce que c'était tellement fermé que, alors je sais plus exactement comment elles font les décollements des membranes, mais je crois qu'elle a pu mettre que un doigt au lieu de 2. Enfin, je sais plus trop. Donc elle a essayé des trucs quand même. Je sais que c'était un samedi le jour de mon terme, donc je l'ai quand même laissé se reposer le dimanche. Je lui ai dit, attends, s'il se passe rien, tu vas quand même passer ton dimanche en famille. Et on s'est revus le lundi. Je me demande si on s'est pas revus tous les jours. On s'est revus le lundi, on s'est revus le mardi. Et en fait, le mercredi, c'était le jour officiellement où je devais être transférée pour dépassement de terme. Parce que il y a des protocoles à terme plus 4, on transfère. Donc on s'est vu la veille et elle m'a dit je lui ai dit mais comment ça se passe ça? Elle m'a dit ça dépend des couples. Soit il y en a ils se mettent directement dans la tête que ça y est, on oublie l'option maison de naissance et donc dès le matin ils vont à la maternité et ils se lancent dans un processus de déclenchement. Soit on se revoit une dernière fois le matin parce que officiellement le moment du transfert c'est midi, en tout cas à Manao. Je sais pas comment c'est dans les autres maisons de naissance, mais c'est midi. Donc moi j'ai dit non mais moi je veux une dernière chance. On se revoit demain matin quoi. Okay. Mais dans l'optique quand même qu'on se revoyait avant que je sois transférée. Donc j'ai quand même espéré qu'il se passe quelque chose cette nuit-là. Évidemment, il ne s'est rien passé. Donc je suis arrivée le matin, j'étais vraiment alors j'étais épuisée, j'étais désespérée. Je me souviens, mon compagnon, il a essayé d'être prévenant, gentil avec moi, donc on a préparé les sacs. Je dis au revoir, enfin les sacs étaient déjà prêts, mais voilà, on a chargé la voiture. J'ai dit au revoir à ma maman. Et puis en fait, pour aller de chez nous à la maison de naissance, soit on passe par la 4 voies, soit on passe par la route de la côte, où du coup on est au bord de la mer et tout ça. Donc on a pris la route de la côte. On s'est arrêté. Il y a un endroit, il y a un cap rocheux, enfin des falaises. Donc on s'est arrêté sur les falaises. On a regardé la mer. Enfin, on a essayé de faire en sorte que ce soit un joli moment, quoi. Et puis on est arrivé à Manao. Et alors là, forcément, j'avais à peine franchi la porte que je me suis écroulée en larmes dans les bras de ma sage-femme. Parce que voilà, j'y croyais plus du tout quoi. Je me disais ça y est, c'est mort. Je sentais aucune contraction. Enfin, j'avais l'impression qu'il se passait rien du tout. Donc voilà, gros désespoir. Vraiment, je pense que c'est le mot. Je sais pas pourquoi j'étais autant attachée à cet accouchement physio, mais vraiment j'étais hyper triste quoi, hyper triste. Et puis elle me dit bon, allez viens, on va s'installer, on va regarder ce qui se passe, on va discuter tout ça. Donc on s'est installés tous les 3 d'abord avec mon compagnon. Je sais plus si elle a dû faire un monito ou je sais pas quoi. Oui. Je sais plus dans quel ordre ça s'est fait. Puis elle m'a dit est-ce que tu veux que je retente un décollement des membranes? Et je dis oui, oui, je veux, oui. Donc mon compagnon est sorti parce que je voulais pas qu'il soit là pendant ce moment-là. Et puis donc on s'est installés tout ça et à peine elle a inséré ses doigts dans mon vagin. Enfin déjà elle a senti que mon col s'était un petit peu entrouvert, donc je saurais pas vous dire si j'étais à 2, 3 et demi, j'en sais rien quoi, mais en tout cas c'était entrouvert. Et elle a commencé son truc et elle me dit j'ai l'impression qu'il y a un truc qui a lâché, t'as rien senti? Je dis non. Elle me dit je continue. Donc elle a continué à faire ce qu'elle avait à faire et quand elle a retiré sa main, splouch, en fait j'avais fissuré la poche des os. Alors je sais que sur la poche des os, il y a plusieurs membranes. Donc je crois que j'avais rompu que la première membrane, un truc comme ça. Mais du coup donc j'avais pas perdu les os en mode chute du Niagara, mais il y avait Elle a pas pris la douche quoi, mais non, elle a pas pris sa douche, mais vraiment et
Elle m'a dit, j'ai pas du tout forcé, quoi. J'ai commencé, tac, j'ai senti un truc, donc ça devait être mûr, en fait, quoi. Donc, du coup, ça coulait au goutte à goutte, quoi. Donc, elle m'a dit, bon, bah, super, tu restes à Manao. Donc là, changement radical d'humeur. J'ai ouvert la porte, je dis à mon compagnon, oui, ça y est, c'est bon. Mais vraiment. Mais il a rien dû comprendre, il a rien qu'est-ce qu'elle compris. raconte? Il y a 5 minutes, elle pleurait qu'elle allait se faire transférer, là, elle sort, elle est euphorique. Enfin, vraiment, je suis passée du désespoir à l'euphorie en un quart de seconde. Bon, après, on est redescendu un petit peu sur terre. Oui, parce qu'il reste la couche pour derrière, C'est quand même. ça, elle m'a fait un monito. Enfin, voilà. Oui, c'est ça, c'est là qu'elle m'a fait le monito, je crois. On a vérifié que tout allait bien. Juste quelques jours avant, peut-être le lundi, un truc comme ça, elle avait refait une écho pour être sûre qu'il avait suffisamment de liquide et tout. Et ce rendez-vous-là, exceptionnellement, j'y étais toute seule. Parce que mon compagnon, il voulait quand même bosser, sachant que, l'accouchement était imminent. Il disait, lui aussi, il est indépendant. Donc, il disait, je vais bosser tant que je peux. C'est pas vrai. Et du coup, on avait fait une écho et c'était génial parce que habituellement aux autres échographies, mon bébé, il avait tendance à avoir les mains au niveau du visage, à cacher un peu son visage. Donc, j'avais jamais trop vu son visage. Et là, par hasard, elle est tombée sur vraiment le bas de sa bouche et on a vu sa bouche, mais je trouvais une bouche mais magnifique. Il faisait des petits mouvements de bouche comme ça. Enfin, c'était tellement génial. Et je me suis dit, super, je vais voir cette petite tête là bientôt. C'est bientôt, quoi. Enfin, ça a vraiment concrétisé le truc. C'était un super joli moment toutes les deux. Mais donc, pour revenir au jour J, donc voilà, euphorie, je suis contente, monito, tout va bien. C'est surtout que c'est pas parce que tu fissures, voire même que tu romps, qu'il y a les contractions qui viennent avec. Est-ce que toi, ça les a déclenchées? Moi, ça a déclenché des contractions. Quand on a fait le cool. monito, elle m'a dit, tu vois, là, tu contractes. C'était très léger au début. J'avais pas l'impression que c'était différent des contractions que je pouvais avoir en fin de grossesse, les petites contractions. Donc, je dis, oui, ok, super, très bien. Donc, comme je contractais pas beaucoup, que tout allait bien pour le bébé, que je perdais du liquide, mais c'était pas non plus les chutes du Niagara, elle m'a dit, écoutez, si vous êtes d'accord, vous allez rentrer chez vous, en fait, parce que ça peut durer très longtemps et peut-être vous serez mieux chez vous, dans votre petit cocon. Le travail va se lancer doucement. Et puis, quand vous sentez que c'est le moment, vous revenez. Donc, c'est ce qu'on a fait. Une fois qu'on s'est assuré que tout allait bien, qu'il n'y avait pas de risque à nous renvoyer chez nous, on est reparti chez nous. Du coup, c'était super parce qu'on n'était que tous les deux. C'était une semaine où il n'avait pas sa fille, de toute façon, mon compagnon. Et on a fermé les volets de la maison. C'était pas loin de l'heure du midi, donc on a fait cuire des pâtes au pesto vite fait. Donc, j'ai mangé mes petites pâtes au pesto. Et puis là, mon compagnon m'a dit, tu sais quoi, moi, je vais faire une sieste. J'ai dit, ouais, t'as raison. Vas-y, va faire une sieste. Prépare-toi. Et moi, je me suis mise à faire un gâteau parce que la fille avec qui j'ai pris le programme d'hypnose, elle a son comment elle appelle ça? Son labor cake, un truc comme ça. En fait, elle dit voilà, quand vous commencez le travail, plutôt que d'être là à dire oh là là, j'ai une contraction, là j'ai une contraction, en tout début de travail quand c'est pas encore douloureux et quoi, mettez-vous à faire un gâteau. Et donc moi je voulais absolument faire mon gâteau banane chocolat parce que c'est un truc que j'adore. Je me suis mise à faire mon petit gâteau, donc j'étais là. Donc au début voilà, j'étais tranquille, je cassais mes œufs machin, puis en fait, j'avais du mal à être concentrée sur mon gâteau quand même. Je trouvais que, de temps en temps, fallait que je m'arrête. Là, j'étais, ça commence à piquer un petit peu. Donc, pendant que j'étais en train de faire mon gâteau, j'ai téléchargé un truc pour compter l'espacement des contractions. Parce que je me suis dit, quand même, ça va me donner... Au début, j'étais là, ouais, je vais me laisser porter, tatati tata. Mais je disais, ça pique un peu quand même. Puis j'ai l'impression que ça me laisse pas beaucoup de répit. Et en fait, elles étaient pas très intenses, mais elles étaient très rapprochées. Mais ça a quoi oublier le gâteau dans le four, ça, non? Être dans ses contractions et ça dépend. Si la pâte elle est pas finie, j'ai réussi quand même à le mettre au four, à terminer de le préparer, à le mettre au four. Je sais plus si je suis allée réveiller mon compagnon ou s'il est descendu. Il a vu que ça commençait à piquer un petit peu, et puis je suis allée prendre une douche. Donc j'ai pris une douche dans le noir, hyper longue, qui était agréable, mais qui suffisait pas à calmer les contractions, enfin à faire mieux passer les contractions. Et puis elles étaient quand même, comme je disais tout à l'heure, très rapprochées. Donc je suis sortie de la douche et j'ai dit à mon compagnon, voilà, peut-être on va appeler la sage-femme. Donc il a appelé la sage-femme, il a discuté avec elle. On a dû lui dire, je me souviens plus très bien, mais on a dû lui dire si les contractions étaient espacées enfin de combien elles étaient espacées. Et donc elle a dit bon, pas de précipitation, mais vous pouvez venir tranquillement. De toute façon, elle avait un peu plus de route elle que nous à faire, donc pour qu'elle y soit avant nous, il fallait pas qu'on se précipite trop. Donc on est allé tranquillement. Voilà, je sais pas trop ce qu'on a trafiqué. J'ai dû m'habiller différemment, j'en sais rien quoi. Bref, on est parti pour la maison de naissance. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que de chez nous, on a un quart d'heure, 20 minutes de route pour aller à la maison de naissance.
Quand on a fait le trajet aller maison de naissance chez nous, alors que le travail était déjà lancé, j'ai dû avoir 2 contractions pendant le trajet et au retour, j'en ai eu 8 ou 9. Donc j'ai bien senti qu'il y avait quelque chose qui avait changé quand même et puis surtout, elles étaient vachement plus dures à supporter dans la voiture les contractions parce que je pouvais pas me mettre comme je voulais. Et donc on est arrivé à Manao. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que pour accéder à Manao, peut-être d'autres mamans vous l'ont raconté, il y a des escaliers en fer qui sont à l'extérieur là et on monte. On a toutes ces marches là à gravir. Je me suis dit bon, j'ai attendu qu'il y ait une contraction dans la voiture et je me suis dit allez on y va et toc, j'ai monté les marches une par une. T'as réussi à faire toutes les marches sans contraction? Je crois que je suis arrivée en haut, je me souviens plus. En une fois ou en 2 fois, je sais plus. Mais en fait c'est étrange parce que j'ai quand même beaucoup de moments de mon accouchement que j'ai l'impression d'avoir oubliés. Je sais pas si c'est étrange. Hein. J'étais sans doute dans un état second. On est arrivé à Manao. J'étais contente d'être là. La sage-femme avait préparé la chambre, donc c'était lumière tamisée, le lit était installé, elle avait installé des trucs par terre, tout ça. Donc on s'est installé et alors là, oui, ouais, à partir de là, je me souviens plus de grand chose dans les détails. Mais c'est marrant parce que mon compagnon, lui, il a des souvenirs très 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 vifs en fait de ces moments-là. Et il avait écrit un petit texte où il avait dit voilà, phase 1, c'est le chien qui couine, phase 2, c'est je sais pas quoi, phase 3, c'est le loup qui hurle à la mort. La dernière phase, c'est les cris de zombies. Enfin, l'apocalypse zombie, quoi. Enfin, voilà, il avait, ah oui, non, au début, c'était le pigeon qui roucoule, le premier, je crois. Enfin, voilà, il avait fait un truc assez drôle comme ça sur les étapes de mes vocalisations. Moi, je me souviens juste que, on est arrivé, que très vite, j'ai eu besoin de me mettre à genoux. Ouais. En fait, très, très vite, je me suis installée, à genoux au pied du lit avec donc les avant-bras posés sur le lit, la tête sur les avant-bras, à genoux au bord du lit et voilà. Alors c'est terrible ce que je vais dire, mais mon compagnon, je pense qu'il savait pas trop quoi dire, quoi faire pour m'aider. Donc il était là, il me passait la main dans le dos, il disait ça va aller, ça va aller. Et à un moment, je lui ai poussé la main, je dis me touche pas. Ouais, c'est fréquent aussi. Hein. C'est qui tout double. Soit on a C'est besoin ça. d'être très collé, soit non besoin. Il y a eu vraiment, voilà. En fait, c'est parce que ça devait être tard parce qu'en fait, on est arrivé à la maison de naissance à 17h. Et j'ai été transférée à 2h du matin. Donc ça a duré quand même, au 17 ou 18h, ça a duré quand même assez longtemps. Et donc au bout d'un moment, je pense que lui, il était à court de phrases, de soutien ou quoi. Puis il me passait la main dans l'eau, toujours au même endroit comme ça. Puis ça m'énerve en fait. Enlève ta main, là, s'il te plaît. Mais voilà, j'ai passé beaucoup de temps à genoux par terre. J'ai l'impression qu'en fait, tout ce moment-là où ça s'est intensifié petit à petit, pour moi, c'est vraiment comme dans un nuage, quoi. Enfin, j'ai des bribes qui me reviennent, mais en même temps, ce que je me dis, c'est que si ça s'est passé comme ça, c'est que ça s'est bien passé, parce que j'ai pas le souvenir que ça a été terrible, ou alors mon cerveau il a occulté, j'en sais rien, mais ça s'est intensifié progressivement. Et par contre, je me souviens très bien du moment de la poussée, quand ça a vraiment commencé à pousser. Là, c'était incroyable, quoi, parce que en fait là j'ai compris ce que ça voulait dire les poussées réflexes et que c'est tout le corps qui participe. J'avais vraiment l'impression que d'un seul coup je contrôlais plus rien et que comme ça mon corps c'était tout mon corps tout entier qui se contractait. Dans les chambres de naissance à Manao, il y a des espèces de lianes en tissu, enfin des morceaux de tissu qui pendent du plafond pour s'accrocher. Donc à un moment, j'étais accrochée à ça et en même temps un peu soutenue par mon compagnon. Et je me souviens qu'il y a eu des contractions où vraiment, mais je me pliais en deux par terre, je tirais de toutes mes forces, si bien que le lendemain, j'avais des courbatures au bras. Mais vraiment, puis j'ai des râles un peu bestiaux. Enfin voilà, l'accouchement physio dans toute sa splendeur, quoi. Et vraiment, je sentais que tout mon corps poussait, quoi. D'un côté, je me disais bon bah ça y est, on est quand même sur plutôt la phase de fin. Je me souviens aussi qu'à un autre moment, un peu avant cette phase-là, je commençais à trouver un peu ça un peu dur quand même. Ça piquait un peu les contractions. Puis j'ai dit à mon compagnon, à ma sage-femme, j'ai dit bon bah j'ai voulu être là donc j'assume, mais quand même ça fait un petit peu mal. Et je suis passée un peu par tous les états parce que je me souviens qu'à un moment j'ai eu froid alors que j'ai transpiré comme j'ai jamais transpiré de ma vie pendant mon accouchement. Je dégoulinais, mais à un moment j'avais froid. À un moment j'avais envie de vomir. Enfin bon, j'ai eu un peu de tout, quoi. Et donc sur la fin, voilà, ça poussait. Et puis il y a eu un moment où j'ai commencé à dire à ma sage-femme mais pourquoi il arrive pas mon bébé, quoi? Pourquoi il arrive pas? Et là elle m'a emmenée dans la salle de bain. Mais donc à ce moment-là, quand je sentais que ça poussait depuis un moment et que vraiment ça poussait fort, ça poussait avec tout mon corps et que j'ai l'impression que il se passait pas grand-chose, je lui ai dit voilà pourquoi il arrive pas mon bébé, pourquoi il arrive pas? Et elle m'a dit viens, on va aller dans la salle de bain. Donc elle m'a emmenée dans la salle de bain, elle m'a fait m'asseoir sur les toilettes et elle m'a aspergée avec la douche chaude. Et là vraiment, j'ai eu l'impression que ça me faisait un bien fou, que ça avançait. Et quand je lui disais mais pourquoi il est pas là, elle m'a dit mais mets ta main, tu vas voir. Et donc j'ai mis ma main
entre mes jambes. Et vraiment, j'ai l'impression que j'ai à peine frôlé mon entrejambe et que j'ai senti ses cheveux, quoi. Ouais. Donc là, je me suis dit, ah bah ouf, ça y est, il arrive et tout. Puis en fait, ça poussait toujours et je poussais des cris. Et en fait, ça bougeait pas beaucoup plus que ça. Je saignais quand même un petit peu. Ouais. Alors, je saurais pas dire en quelle quantité, mais je saignais. Et puis surtout, en fait, il y avait un moment où j'ai commencé à avoir une douleur dans le bas du ventre. J'ai dit à ma sage-femme, mais j'ai mal au ventre, j'ai mal au ventre, j'ai mal au ventre. Donc là, elle m'a dit, bon, on va essayer autre chose. Elle m'a fait m'allonger sur le lit, elle m'a fait essayer différentes positions allongées, sur le côté, machin. Il se passait pas grand-chose. À ce moment-là, moi, j'ai pas réalisé, mais la sage-femme de soutien est rentrée. Parce qu'en fait, dans un des derniers cours de préparation, elle m'avait demandé, est-ce que tu veux que la sage-femme 2 soit dans la salle ou est-ce que tu préfères qu'elle attende à l'extérieur? Et j'avais dit non, je veux qu'elle soit à l'extérieur. Je veux que ce soit juste mon compagnon, ma sage-femme et moi. Et pas cette autre sage-femme que j'ai dû voir une fois mais que je ne connais pas, quoi. J'avais vraiment besoin de ce truc d'intimité, quoi. Donc elle était là, elle était présente évidemment. La sage-femme, elle faisait des allers-retours vers l'extérieur pour faire le point avec elle régulièrement. Mais j'avais pas souhaité qu'elle entre s'il y avait pas besoin. Et donc là, elle a fait entrer cette deuxième sage-femme, enfin sa collègue. Et donc là, je me suis dit, à un moment, j'ai réalisé qu'elle était dans la pièce. Et je me suis dit, il y a quelqu'un dans la pièce là, qu'est-ce qui se passe? Elles ont discuté entre elles, tout ça. Et puis elle s'est penchée vers moi, elle s'est mise à côté de ma tête. Je me souviens très bien. Et elle m'a dit, elle m'a chuchoté presque. Elle m'a dit, écoute, Héloïse, là, je pense que ton bébé, il a besoin d'aide pour naître. Et alors là, ça m'a fait, l'effet d'une douche froide, quoi. Enfin, parce que pourtant je m'en doutais, parce que je voyais bien que ça prenait, que voilà, c'était, parce qu'il y en a, elles disent, elles ont poussé 3 fois, plouf, il est arrivé. Moi, ça faisait 1 heure que je poussais. Enfin, à ce moment-là, j'avais pas la notion du temps, mais façon de parler. ça a quand même été assez long. Et puis je commençais à fatiguer, en fait. Il y avait cette douleur en bas du ventre qu'elle ne s'expliquait pas, ni l'une ni l'autre, parce qu'elles ont essayé de me sonder. Ah oui, il y a eu ça aussi quand elle m'a allongée. Elle m'a dit, t'as pas fait pipi depuis que t'es arrivée à Manao, là. Donc, en fait, moi, je vais vider ta vessie parce que ce serait trop bête de te transférer de l'autre côté et juste il vide ta vessie et pouf, tout va bien. Ce serait vraiment trop dommage. Donc, c'est pas agréable comme geste, mais je vais vider ta vessie. Et donc, elle a vidé ma vessie et en fait, il s'est rien passé de plus. Donc voilà, elle a tenté quand même un peu tout ce qu'elle pouvait. Moi, je fatiguais, j'avais cette barre en bas du ventre que c'était donc pas non plus lié au fait que j'avais la vessie pleine puisque j'ai continué à avoir mal au ventre après le sondage. Ouais. Je saignais quand même. Oui, il y avait ça, ouais. Il était temps, quoi, en fait. Voilà, il y avait plein de paramètres qui ont fait que... Et en même temps, quand elle m'a dit, Héloïse, ton bébé, il a besoin d'aide pour naître, je me suis dit, en fait, si elles ont décidé de me transférer, c'est qu'il y a une bonne raison. Donc, en fait, j'ai pas lutté. C'est juste que, voilà, c'était horrible parce que j'étais tellement épuisée que j'avais envie de pleurer, mais j'avais plus de larmes. Je pouvais pas pleurer, quoi. Et j'ai dit, ok, d'accord, on y va. Donc, elles m'ont passé une chemise là de l'hôpital parce que j'étais nue à ce moment-là, évidemment. Enfin, évidemment, non, c'est pas forcément évident, mais en tout cas, j'étais nue. Et donc, elles m'ont passé une chemise de l'hôpital et elle m'a dit, tu veux que je t'assoie dans le fauteuil? J'ai dit, non, je vais y aller à pied. Parce qu'en fait, à Manao, c'est vraiment... Il y avait quand même la tête, en plus, qui... Ouais, donc j'ai marché comme un canard, comme ça. Mais je sais pas pourquoi, j'ai absolument tenu à y aller sur mes 2 jambes. Ouais. À Manao, c'est vraiment, je sais pas comment c'est fait dans les autres maisons de naissance, mais c'est vraiment au bout du couloir de Manao, il y a une porte battante et on arrive et on est dans les salles de naissance de la maternité. Donc c'est vraiment, il y a 10 mètres à marcher, même pas. Donc elles ont prévenu tout ça et puis au moment d'y aller, voilà, on est parti avec mon compagnon. Voilà, j'ai marché tranquillement. Et en fait, à partir de ce moment-là, je me suis vraiment mis dans une bulle, quoi. Je me suis dit, faut pas que je perde ce truc de concentration que j'avais à Manao. Donc en fait, je parle pas si j'ai pas besoin de parler, j'ouvre pas les yeux si j'ai pas besoin d'ouvrir les yeux. Vraiment, j'ai essayé d'être en mode régime minimum, quoi. Ouais. Je sentais que j'avais encore des contractions, mais que du coup, ça s'atténuait un petit peu. Ouais. On a été accueillis par une sage-femme hyper gentille, vraiment. Ma sage-femme m'avait prévenu pendant les cours de préparation et puis sur le moment, elle a dû me le redire. Elle m'a dit, voilà, on bascule sur l'hôpital. Moi, je t'accompagne. Elle est restée avec moi jusqu'au bout. Et ça, je la remercierai jamais assez parce qu'elle n'est pas obligée. Et même, je pense que toutes ne le font pas, mais elle fait partie des sages-femmes, je pense, qui étaient un peu à l'origine du projet. Donc, elle connaît bien les équipes et tout ça. Enfin, en tout cas, ça fait longtemps sur la maison de naissance. J'allais te dire, c'est plus un rapport d'équipe à équipe suivant les maternités, où des fois, il y en a qui cèdent à l'autre équipe en disant chacun son territoire, un peu d'exercice, et il y en a qui ont plus de malléabilité entre les deux. Enfin voilà, ça dépend vraiment des maisons de naissance et de leurs partenaires pour le coup. En l'occurrence, elle a pu rester avec moi. Elle m'a dit, je connais la sage-femme qui va s'occuper de toi, elle est super. Et du coup, elle m'a dit, par contre, maintenant tu bascules sur l'hôpital. Donc en fait, moi, j'ai plus rien à dire. Je suis là pour te soutenir toi, mais c'est leur protocole à eux. Voilà, c'est ça, exactement. Et donc je suis arrivée et la sage-femme m'a expliqué.
Elle m'a dit bon voilà, il va sans doute avoir besoin d'extraction instrumentale, donc ça j'avais bien compris. Donc elle m'a dit vous pouvez refuser la péridurale, mais quand même je vous la conseille. J'ai dit non mais c'est bon là, on est parti sur l'hôpital, on va me foutre des trucs en métal dans le vagin, c'est bon quoi. Je vais pas faire les warriors pour le plaisir. Je vais accepter la péridurale. J'ai plus envie là d'avoir mal pour le fun quoi. Enfin ça sert à rien. Et au stade où t'en étais, ils pouvaient encore te la mettre. Ouais, alors bizarrement oui. Parce que t'avais l'air quand même vachement à la fin quoi. Apparemment j'étais à dilatation complète, la tête était engagée. Ouais, je pensais pas qu'ils pouvaient encore. Bah ouais, je sais pas. En tout cas, enfin encore, y a rien de grave à la faire. Oui, je veux dire, c'est plus l'effet, le temps qu'elle fasse effet, non, c'est ça l'idée. Voilà, on a décidé ça, donc ils m'ont allongée, j'ai dû avoir un monito, je me rappelle plus très bien. Là, très rapidement, j'ai demandé à mon compagnon de mettre la musique parce qu'en fait, j'avais préparé une playlist de naissance que j'ai pas du tout utilisée à Manao. Et là, on l'a mise et en fait, là, ça m'a beaucoup aidé parce que du coup, j'avais gardé les yeux fermés et vraiment, je me concentrais, même si elle était pas très forte, qu'il y avait des gens qui rentraient, qui sortaient, qui parlaient éventuellement. Moi, je me suis concentrée sur cette musique. Et en fait, moyen de ressortir ton odeur de naissance ou dans le flux de la précipitation? Je crois qu'à un moment, il me l'a sorti, mon compagnon. Ouais. J'ai dû lui demander parce que je me revois sur le lit d'hôpital parce que pendant mon accouchement, de temps en temps, quand j'étais à genoux au bout du lit là, parce que j'ai passé quasiment tout mon accouchement à genoux au pied du lit, ouais. il me le faisait sentir et ça m'a bien aidé. Mais voilà, donc on s'est installé dans la chambre, ils m'ont appareillé tout le bazar, ils m'ont examiné, je leur ai dit que je voulais pas savoir, enfin voilà, ils m'examinaient mais ils étaient pas obligés de me dire. Et puis l'anesthésiste est arrivé, alors c'était assez cocasse parce que moi j'étais quand même dans mon truc, j'y suis depuis ce matin 10h, il est 2h du matin. Je suis dans ma petite bulle de concentration, puis c'est un jeune, je sais pas si c'était un interne ou quoi, mais il était vachement jeune. Il rentre en sifflotant, la 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 la, bonjour madame, alors on va faire la péridurale. J'étais là, OK, bon, chut. Hors propos, monsieur. C'est ça. Après, il était très gentil. Hein. Il était très gentil. Bah, vaut mieux quelqu'un de joyeux comme ça que. C'est ça. Et puis, il m'a tout bien expliqué. Enfin, j'ai été accompagnée. Alors, je sais pas quel était son métier à cette dame, mais il y avait une dame en face de moi, qui a été infirmière anesthésiste ou j'en sais rien quoi, qui m'a aidé à faire le dos rond et tout ça. Enfin, qui était, voilà, ça c'est. Honnêtement, la péridurale, je me souviens pas du tout de la douleur. Je me souviens juste que j'avais des contractions, donc il fallait que j'attende. J'aurais dit, attendez, j'ai une contraction. Je crois que c'est souvent ce qui est décrit comme le plus difficile. Voilà. Et puis, maintenir la position. C'est ça. Mais apparemment, d'après ma sage-femme, j'ai super bien géré, donc tant mieux. Ouais. Donc ils m'ont posé la péridurale et ils m'ont dit par contre maintenant, faut qu'on attende que ça agisse, faut que vous vous allongez, faut pas que vous bougiez trop parce que si vous bougez, ça peut se mettre que sur un côté ou je sais pas quoi. Donc ça c'était un peu pénible parce que du coup j'étais semi-allongée sur le dos à attendre que le truc fasse effet. Et puis au bout d'un moment, effectivement ça a fait effet parce que moi j'ai l'impression que je sentais plus rien quoi. Alors je dis merde, j'ai plus de contraction, merde. Et puis en plus il y a eu un moment où la césarienne a été évoquée quand même, c'est-à-dire que la sage-femme m'a expliqué voilà, on va tenter les spatules, mais si ça marche pas, on partira en césarienne. Et en fait mon compagnon à ce moment-là, lui il a entendu césarienne, il s'est dit merde. Je vais sortir 2 minutes parce que là c'est trop compliqué pour moi de voir Héloïse souffrir puis il savait que je voulais absolument pas être césarisée donc il dit je vais faire une power nap là de 10 minutes dans le couloir et puis je reviendrai. Et puis c'est moi qui lui ai dit, je voyais son visage, je lui ai dit mais sors en fait, enfin c'est pas grave, va te poser 10 minutes dans le couloir, de toute façon c'est pas pour tout de suite, vas-y. Oui. Il revient ressourcer en plus en faisant ça. C'est ça. Chose que toi, tu peux pas faire. C'est ça, moi je pouvais pas. Je vais sortir un petit peu me ressourcer. Je sais plus trop à quel moment il est sorti ou quoi. En fait, la sage-femme m'a quand même fait pousser pour voir si la tête, elle s'engageait. Parce qu'elle m'a dit, voilà, on va essayer d'abord ensemble de voir comment ça se passe quand vous poussez sans rien. Moi, je vais vous guider parce que du coup, avec la péridurale, je sentais pas trop bien mes contractions. Et en fait, elle m'a dit, mais si, vous avez toujours des contractions. Et il y a eu un moment où quand même, en me concentrant bien, je lui ai dit, ah oui, en fait, si je fais gaffe, il se passe quand même quelque chose, mais ça fait plus mal. Donc c'est pour ça que je me rendais plus compte. Donc il y a eu un moment où j'ai dit, ça y est, il y a une contraction. Donc elle m'a dit, allez-y, vous poussez. Alors par contre, c'était pousser bloqué, là, le truc que je voulais surtout pas faire, mais bon. Voilà, c'est les protocoles de l'hôpital, donc on fait avec. Oui, et puis sous péridurale, t'es un peu plus coincé avec les sensations et tout ça aussi. C'est ça. Et donc du coup, j'ai poussé, j'ai l'impression d'avoir poussé de toutes mes forces. Et elle m'a dit, c'est bon, la tête, elle s'engage, donc on va pouvoir essayer les spatules. Et voilà, donc la gynéco est arrivée, voilà, machin. Et puis elle a mis une spatule, l'autre spatule. Mais alors franchement, en termes de douleur, ça paraît bizarre aux gens quand je leur raconte, mais c'est le pire moment de mon accouchement, c'est les spatules.
C'est pas les X heures avant de Je contraction. veux dire, pourquoi ça leur paraît bizarre Ouais, j'allais C'est dire, quand même c'est- pas rien d'avoir des spatules. Mais parce qu'ils disent ah ouais mais t'avais la péri, Ah oui, machin, d'accord, oui. Ouais. alors qu'avant t'avais des contractions sans rien comme ça et là. Et ben non, moi ce que j'ai trouvé le Je plus pense que douloureux c'est pas comparable, en fait. Oui, Ouais. voilà, ça. En fait, les douleurs de contraction physiologique, c'est surtout une question d'intensité. C'est vraiment voilà tout le corps qui s'y met, c'est hyper puissant. Mais bon, on peut pas dire que c'est agréable, mais Oui. c'est pas une douleur vive en fait, c'est un truc profond. Alors que là, les spatules, mais vraiment, je me dis mince, ça n'a rien à faire là, c'est le truc en métal quoi. C'est pas normalement là le bébé il sort, on rentre Bah, c'est rien une quoi. intervention. Ouais. Donc du coup voilà, ma minute spatule, l'autre spatule, elle m'a dit pousser et là je me suis dit allez, Héloïse, tu donnes tout parce que je veux pas partir en césarienne. J'avais toujours donc ma sage-femme qui était à côté de moi à mon épaule droite, je lui tenais la main, enfin j'ai dû lui écrabouiller les doigts et en fait c'était hyper drôle avec le recul mais donc à ce moment-là où une fois que les spatules étaient installées et que la gynéco a fait la première extorsion, enfin normalement ils accompagnent la tête machin mais moi j'ai vraiment l'impression qu'elle m'arrachait les entrailles, enfin bref. Donc voilà, ça elle me dit allez-y, c'est bon, on y va, vous poussez. Donc là voilà, poussé bloqué machin et pendant que donc il y avait au moins 4 ou 5 femmes autour de moi mais j'ai beaucoup aimé parce qu'on était que entre femmes en Ok. fait je sais pas pourquoi. Donc mon compagnon était parti se reposer dans le couloir et on s'y est mis parce que c'était le moment et donc il y avait la gynéco qui était une femme, la sage-femme qui était une femme, il devait y avoir une auxiliaire ou quelqu'un, il y avait ma sage-femme à moi et en fait j'ai bien aimé ce côté Ouais, entre sororité femmes. quoi, entre femmes. Autrefois les femmes elles accouchaient entre femmes et donc j'ai bien aimé que ça se fasse entre femmes. Et donc voilà, le moment arrive où il faut que je donne tout parce que c'est là où elle va mettre le coup de spatule. Enfin, mettre le coup de spatule. Bing! Vous avez compris ce que je veux dire. Mais... Et donc ma sage-femme, elle me chuchote à l'oreille, mais un peu en criant, chuchotant, elle me dit vas-y Héloïse, brise la lignée. T'auras pas de césarienne quoi. Et je me suis dit mais oui, allez. Et alors là vraiment, j'ai l'impression que mes yeux ils allaient sortir de mes orbites tellement j'ai poussé en apnée comme ça, mais comme jamais quoi. Et en fait, pouf, la tête elle s'est dégagée. Donc la gynéco m'a dit c'est bon, on a dégagé la tête. Elle a enlevé les spatules, sauf que il n'était pas complètement sorti encore. Et ce que j'ai su après coup, que m'a raconté ma sage-femme parce qu'elles ont débriefé et tout ça, c'est que quand elle a enlevé les spatules et que finalement il a pas trop bougé, elle s'est dit oups, j'ai peut-être enlevé les spatules un petit peu tôt. Et en fait, il y a une autre contraction qui est arrivée. Et là vraiment, j'ai poussé, pareil comme une forcenée. Et il y avait pas du coup de cordon autour du cou ou quoi? Enfin, tu sais pas la raison? Si. Ah oui. En fait, alors déjà, il avait un périmètre crânien très gros, c'est-à-dire que je sais plus ce que c'est la moyenne, je crois que c'est 33, un truc comme ça. Lui, il était à 37,5. Oui. Le périmètre crânien. Et en plus, il avait une circulaire du cordon. C'est pour ça qu'il faisait le yo-yo, en fait. C'est-à-dire qu'il avançait quand je poussais, et puis bloup, il était retenu, quoi. Oui, Donc, forcément. il avançait, Il avait l'élastique qui... Donc, voilà, pauvre bébé. Et, mais quand elle a tiré, enfin, je sais bien qu'ils tirent pas, qu'ils accompagnent le mouvement du bébé, machin, mais moi, j'ai quand même eu la sensation qu'elle m'arrachait les entrailles quand elle a tiré. Je me suis dit, mais le pauvre petit, quoi. Alors, lui, il a pas de péridurale et il a ça sur le crâne, quoi. Enfin, bref. Et, donc, du coup, elle a enlevé les spatules. Il y a eu une autre contraction. Je crois, une ou deux, enfin je sais plus combien, mais à un moment on m'a dit ça y est, il est là, il arrive, et elle m'a dit venez l'attraper. Et donc au moment où j'ai mis les mains entre mes jambes et j'ai touché son petit bras, mais ça c'était un moment, le petit bras tout chaud, tout moelleux, tout gluant, mais agréable quoi. Et à ce moment-là, mon compagnon est rentré dans la pièce. C'est ce que j'allais dire, il était où lui? Il avait fait 10 minutes de sieste. Au moment où il se réveille de sa sieste, il y a quelqu'un qui sort en trompe, qui lui dit ça y est monsieur, il arrive et tout. Donc il est complètement. Et donc il m'a raconté qu'il m'a vu en fait attraper notre fils et le poser sur moi. Il est arrivé pile à ce moment-là. Donc tant mieux pour lui parce qu'il a pas vu le moment spatule. Oui, De toute façon, pas été cool pour lui. Moi je me sentais confiante parce que j'avais le soutien de ma sage-femme. J'avais pas l'impression qu'il m'avait abandonnée ou quoi. Au contraire, je me suis dit, voilà, il va prendre des forces. Il y avait toutes ces femmes, même si c'était pas ce que j'avais souhaité. Bon bah voilà. Et il est arrivé, et elles me l'ont posé sur moi. Et il faisait pas beaucoup de bruit. Alors je disais, vas-y, respire mon bébé. Et en fait, ma sage-femme a dit, mais il va très bien ton bébé, Héloïse, t'inquiète pas. Et là, il y a une espèce de truc, bon bah, ça y est. Ouf, c'est la fin, quoi. Voilà. J'ai pas eu, mais je pense que c'est parce que voilà, j'ai été épuisée, ça s'était pas passé comme je voulais et tout. J'ai pas eu ce coup de foudre, cette déflagration d'amour pour mon bébé que certaines mamans décrivent. Juste, il était là, il allait bien et en fait, j'étais soulagée, quoi. Bon, il y a plein de femmes qui l'ont pas. Oui, c'est quand même très fréquent qu'il n'y ait pas ça. D'autant plus quand on a un accouchement éprouvant qui du coup te prend tellement de fatigue qu'après t'es un peu dans un état second quand ça s'arrête et du coup la réalité du bébé qui est dans les bras, elle est pas aussi très là, quoi. Enfin, il y a un décalage, du coup, oui, non, ça m'étonne pas.
Mais c'était fini et tout le monde allait Voilà. bien. Tout le monde allait bien, c'était fini. Donc, ils nous ont gardés en salle de naissance un moment en peau à peau. Je me souviens même pas s'il a tété ou quoi, si j'ai essayé de le mettre au sein. Je me souviens qu'il avait quand même un peu des glaires, enfin, il faisait un peu des bulles. Et puis, en fait, mon fils, il est né avec des angiomes sur le visage qui se sont estompés maintenant, mais il avait une tache un peu sur le front et puis sous le nez. Ouais. Et en fait, c'est bête, mais ça se voit pas à l'échographie. Donc, j'avais bien la notion de la forme de son visage, mais Mais pas de la j'avais couleur. pas de la couleur. Et ah bah zut, mon bébé, il a des taches, quoi. Celui-ci, il a des J'espère qu'il va pas les garder toute sa vie. Et puis, en fait, très vite, on m'a expliqué, non, mais c'est des petits angiomes. Non, oui. Ça s'estompe rapidement, ça peut se voir La quand ils ont première un peu... année, C'est ouais. ça, ouais. Quand ils sont, soit quand il y a des températures, des changements de température un peu brutaux, soit quand ils sont un peu énervés ou quoi. Ouais, quand ils Effectivement, se mettent en colère, ça ressort, ouais. c'est ça. Celui du front, on le voit quasiment plus du tout. Celui sous le nez, ah oui, et sur les paupières aussi, il en avait. Ouais. C'est très vague, mais c'est vrai que sur le moment, je me dis, bah, mon bébé, il a des taches. Qu'est-ce qui se passe? J'étais juste hyper soulagée qu'il aille bien, qu'il soit sorti quand même par voie basse et que j'ai pas eu de césarienne et et qu'on soit enfin tous les trois et que voilà. Et je me suis dit, bon, ça y est, ils vont nous lâcher la grappe, quoi. Et en fait, pas du tout. Ouais. Ah oui. Donc on est resté en salle de naissance, en peau à peau avec lui. Ensuite, il y a quelqu'un qui est venu pour le peser, le mesurer, enfin faire tous les trucs qui leur font au bébé, l'habiller peut-être bien. Je sais plus. Non, ils l'ont pas habillé tout de suite. Peu importe. Ils mettent une couche, mais des fois, c'est tout. Enfin, genre Ouais, une couche et un voilà. linge, quoi. Un Voilà, bonnet. peut-être un petit bonnet, un truc comme ça. Enfin bon, bref. Donc c'est mon compagnon qui est allé voir les premiers petits tests. Et ensuite, comme les chambres n'étaient pas prêtes, parce que du coup j'ai accouché à 4h du matin. Enfin bon, bref, ils nous ont placés en fait en salle de pré-travail tous les trois, en attendant qu'on puisse aller en chambre. Et là, c'était super parce que en fait on s'est assoupi. Enfin, on a dormi un petit peu. Donc moi j'avais mon bébé sur moi, j'avais mon compagnon qui était à côté. Et en fait, juste on a perdu la notion du temps. On sait pas combien de temps on est resté dans cette chambre, mais juste on était tous les trois et on somnolait tous les trois. On se remettait un peu de nos émotions, quoi. Et même mon bébé, parce que je me dis, mais même pour lui, ça... Alors, son cœur a jamais flanché, rien du tout, mais il a quand même passé un certain paquet d'heures coincé dans mon bassin. Quand il est sorti, il avait la tête cubique, le pauvre. Et ça aussi, ça se remet, je précise pour ceux qui... Oui, ça dure pas. Mais c'est juste que effectivement, quand je revois les photos, je trouve qu'il a un peu les côtés de la tête un peu plats, mais en fait, Oui, parce qu'ils ont les os qui sont pas scellés exprès justement pour passer. Et souvent, ils ont la tête un peu en forme de poire. Ouais, un peu ovale. Mais là, lui, ça faisait vraiment cubique, quoi. Et ça n'a pas duré longtemps. Mais voilà, j'avais mon petit bébé, il avait plein de cheveux, tout ça. Et donc on a été installés en chambre et puis fallait quand même que je le fasse téter ce bébé parce que il avait quasiment pas tété depuis la naissance et en fait il arrivait pas à prendre le sein, moi j'arrivais pas bien à l'installer. Enfin il y a une première dame qui est venue me montrer, ça marchait pas trop. Enfin voilà. Donc ma mère est arrivée entre-temps, mon compagnon est reparti à la maison se reposer, se doucher, tout ça parce qu'il savait que du coup c'était bon, j'étais en sécurité, ma maman était là. Donc lui il est rentré à la maison et il m'a dit je reviendrai pour la nuit, tout ça. Donc on a passé l'après-midi avec ma maman à voilà, regarder ce petit bébé, elle câliner, tout ça, à essayer de le faire téter parce que c'était pas incroyable. Et en fait, comme il est resté, donc moi j'avais fissuré la poche des os à 10h le matin. Et normalement, j'aurais dû... Alors, il y a une histoire d'injection d'antibiotiques. Je me rappelle plus exactement le protocole, s'il y en a 2 ou je sais pas quoi. Toujours est-il que au moment où elles auraient dû me faire une des injections, c'est là où j'ai été transférée ou je sais pas quoi. Bref, il a passé trop de temps dans la poche des os sans recevoir les injections d'antibiotiques. Donc, il m'avait dit, quand j'ai accouché à la maternité, ils m'ont dit, bon, va falloir qu'on le surveille à intervalles réguliers, donc 6h, 12h, machin, après la naissance. On le scope, quoi. Enfin, voilà, il fallait qu'ils écoutent son cœur, qu'ils prennent sa température, sa saturation, tout ça. Et donc, en fin de journée, vers 18h, elles sont revenues, parce qu'elles avaient dû le faire à 6h le matin. Ouais, c'est ça. Et elles sont revenues, c'était toutes les 12h, je crois. Elles sont revenues vers 18h. Donc, elles l'ont branché, tout ça, tout ça. Et là, elles m'ont dit, en fait, votre bébé, il respire trop vite. Il est en polypnée et il va pas très bien. Donc, on va basculer sur la néonate. Ok, d'accord. Moi, je pense que j'étais un peu à l'ouest. J'ai dit, bah oui, ok, d'accord, emmenez-le. Très bien, faites vos examens. Et puis, dit, maintenant, vous allez venir avec nous, en fait, madame. Bon, bah, je suis allée avec eux. Et puis là, je me suis dit, ah oui, quand même, en fait, oui, peut-être que c'est pas tout à fait normal. C'est vrai que j'avais remarqué qu'il respirait un petit peu vite. Mais je me disais, bah, c'est un bébé, il vient de naître. Et vraiment, il faisait... Comme ça, bon, bah, je me dis, c'est peut-être normal, quoi. Il était un peu groggy, il a pas été beaucoup éveillé ce jour-là, il a pas beaucoup tété. Bon. Mais on a rarement, quand c'est notre premier, on a rarement eu un si petit bébé dans nos bras pendant c'est ça. plusieurs heures. Donc, en fait, oui. Moi, je savais pas, j'avais pas de point de repère.
Donc, tant bien que mal, je me suis transbahutée jusqu'à la néonate parce que marcher quand on vient d'accoucher, parce que la néonate évidemment était à l'autre bout du couloir. Enfin bon, bref. Je me demandais par rapport à la fissure et au temps que tu dis qu'il a passé dedans. Parfois, ce qui est fait, c'est qu'ils font un prélèvement. Je sais plus si c'est sur le liquide ou le placenta. Et ils mettent une petite culture très rapide, ça prend que quelques heures, pour justement savoir s'il y a eu une intrusion. Alors, je le dis avec mes mots, c'est peut-être pas très juste, je ne suis pas du domaine de la santé, mais qu'il y ait des bactéries ou des germes, en tout cas, qui aient pu se développer. Est-ce que ça a été le cas, ou est-ce que vous, vraiment, c'était que ce symptôme de la respiration qui a été alarmant? Non, je pense, moi j'ai pas l'impression, on m'a pas parlé de ça en tout cas. D'accord, ok. Et donc du coup, on est arrivé en néonat, donc ils m'ont expliqué. En fait, on cherche à voir s'il n'y a pas eu une infection, donc on va faire un bilan infectieux complet. Donc ils lui ont fait des prises de sang, c'était horrible. Ils piquent dans la main là, et puis ils n'arrivaient pas à trouver les veines, parce que, enfin bon bref, ils s'y sont repris à plusieurs fois pour réussir à avoir 3 gouttes de sang pour pouvoir faire une prise de sang. Et puis le pédiatre m'a dit là la respiration c'est quand même pas incroyable, donc en fait on va lui mettre les petites lunettes là. Alors c'est pas de l'oxygène, c'est de l'air réchauffé et envoyé à pression assez forte, je sais pas quoi, enfin ça s'appelle Optiflow je crois. L'air comprimé réchauffé. Ouais, les lunettes du coup c'est le petit, parce que tu nous as fait un geste mais les gens ne le voient pas. Pardon. C'est le petit tuyau qui passe du coup dans le nez là, enfin les petits. C'est ça. En fait, il y a 2 petits tubes qui rentrent juste à l'entrée des narines et ensuite qui sont reliés à des tuyaux souples qui font des anneaux autour des oreilles comme les lunettes. Voilà, c'est ça. Et qui envoient l'air réchauffé et comprimé pour aider le bébé à respirer. Donc une fois que tout ça a été décidé, ils m'ont dit retournez dans votre chambre pour aller manger, parce qu'évidemment quand notre bébé est en néonate, les repas sont servis dans la chambre de maternité, donc faut faire les allers-retours. Très pratique. Donc K1 KA, me voici. Et puis entre-temps, j'avais envoyé un message à mon compagnon en lui disant écoute, notre bébé doit partir en néonate, viens quoi. Il était, je sais pas, peut-être 18h, 19h à ce moment-là, 18h30, puisqu'elles sont venues vers 18h quand je lui ai envoyé ce message. Et puis donc je suis retournée dans ma chambre où ma mère m'attendait. Je lui ai expliqué la situation, comme elle est médecin, elle comprenait de ça. Et puis j'étais en train de manger, donc de lui raconter un peu tout ça. Moi j'avais l'impression que j'avais pas trop traîné quoi. Et là mon téléphone sonne, mon portable. Je me dis c'est bizarre. Et je reçois un appel, on dit oui bonjour, c'est la néonate. En fait, faut que vous reveniez parce que votre bébé il a besoin de vous, faut qu'il tète là. Ok d'accord. Enfin, j'étais complètement à côté de la plaque. Oui, mais le temps doit être un peu comme pendant l'accouchement. Mais c'est ça, j'étais encore un peu, moi, en plus j'avais pas dormi de la nuit, j'avais accouché quand même, donc j'étais. Je pense qu'on est au ralenti et du coup le temps se. C'est ça, j'avais pas l'impression moi d'avoir papoté 3 heures avec ma mère, mais apparemment j'y suis quand même restée facile 3/4 d'heure, 1 heure quoi. Donc il commençait à se dire faut qu'elle revienne essayer de faire téter son bébé parce qu'il a rien bu quoi. Et donc je suis repartie et je savais que j'allais passer la nuit là, donc j'ai laissé ma mère et puis je suis repartie avec 2-3 affaires à l'arrache. Je suis repartie aussi vite que je pouvais en néonate et elles m'ont dit faut essayer de faire téter le bébé. Et en fait il tétait pas bien du tout. Il arrivait, en fait c'était bizarre parce qu'il ouvrait la bouche mais il arrivait pas à se fixer sur le sein. Donc il n'arrivait pas à bien téter. Enfin, je sais plus à quel moment exactement ça a commencé, mais il y a un moment, je me suis dit va falloir qu'on lui donne des compléments. Donc, si vous voulez essayer de tirer votre lait pour avoir 3 gouttes de colostrum, donc elles m'ont sorti le tire-lait, machin. C'est un peu flou tout ça aussi, mais voilà. Donc, il fallait le complémenter. Il était branché avec l'air. Il était évidemment branché aussi en termes de fréquence cardiaque, saturation, tout ça. Donc, il avait des fils de partout. Et mon compagnon qui répondait pas au téléphone, quoi. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Alors moi, évidemment, j'ai tendance toujours à me faire des films, donc je me suis dit, il était tellement crevé en rentrant à la maison qu'il a eu un accident sur la route. Enfin voilà, je commence à imaginer le pire, quoi. Et en même temps, j'essaye de rester concentrée sur le bébé, parce que je me dis, voilà, il faut que j'essaye de l'allaiter, machin, truc, faut que je fasse du pot à pot, faut que... Enfin... Ouais, ça fait beaucoup. Et en fait, vers 21h, mon téléphone sonne à nouveau et c'était mon compagnon qui me dit « je suis désolée, je me suis endormie, j'ai pas mis de réveil. » Et en fait, il était rentré à la maison, il s'était couché et il avait dormi jusqu'à 21h. Quoi. Il a dormi tout l'après-midi. Il s'est réveillé, il a vu tous les messages et tout ça. Il a dit « j'arrive », il a sauté dans ses fringues et il est venu aussi vite qu'il a pu. Quoi. Et donc, on a passé la nuit ensemble en néonate. En fait, on a eu de la chance parce que on nous a attribué une chambre en néonate où il y avait un vrai lit pour la maman. Parce qu'à du moment où on est entré en néonate,
ils nous ont dit, faut faire un maximum de peau à peau, ça va aider votre bébé. De toute façon, moi, j'avais déjà l'intention, enfin, j'avais déjà sur moi quasiment tout le temps, mais là, on l'a vraiment complètement déshabillé. Ils nous ont donné des petits bandeaux bricolés là avec le truc élastique qui sert à faire des plâtres, je crois. Enfin, bon, bref, des petits, un espèce de tissu élastique qu'ils ont dans les hôpitaux. Là, ils nous en ont découpé des morceaux de tubes et ils nous ont fait des bandeaux de peau à peau avec. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est relayé avec mon compagnon, on s'est partagé la nuit. Donc, je sais pas il a dû faire la première partie de la nuit puisqu'il venait de dormir. Donc, il s'est mis, une fois qu'on avait essayé de le faire téter, machin, il s'est mis en peau à peau avec lui dans le lit de la néonate. Et moi, je suis repartie dans ma chambre de maternité pour essayer de dormir quelques heures. J'ai pas du tout dormi, évidemment. Et puis, on s'était fixé 1 heure pour se relayer. Et donc, j'y suis retournée. Et en fait, le problème, c'est que cette première nuit en néonate aussi, à un moment, en phase de sommeil profond, sans doute, il a désaturé. Donc, son taux d'oxygène dans le sang a baissé, a chuté un peu de manière un peu embêtante. Sauf que les pédiatres, ils se l'expliquaient pas trop parce qu'il n'y avait pas d'infection, en fait. Il était dans cet état-là sans doute juste parce qu'il était fatigué et douloureux après l'accouchement et les spatules. Oui. Il avait juste besoin de se requinquer un petit peu. Mais à cause de cette désaturation, le pédiatre nous a dit moi je peux pas l'ignorer en fait. Donc je suis obligée de vous garder, je sais plus qu'est-ce que c'était le délai, peut-être 24 heures ou 48 heures sans une autre désaturation avant de pouvoir vous transférer, vous faire sortir de néonate parce qu'il y avait pas d'infection, il y avait rien. Bref, donc il y avait ça, il tétait pas beaucoup, il mangeait pas beaucoup. Voilà, mais on est quand même sorti de néonate le samedi dans la matinée. Donc j'ai accouché le jeudi matin très tôt. On est entré en néonate le jeudi soir. Ouais, et on est sorti le samedi matin, donc parce qu'il n'y avait pas eu de nouvelle désaturation. C'est court malgré toutes tes aventures, quoi. Voilà, donc heureusement. Et là, ils nous ont transférés en unité kangourou, en fait, parce que comme voilà, il y avait ces petites problématiques il t'était pas trop bien, il perdait toujours du poids. Enfin, il y avait une histoire de poids. Enfin bref. Oui. Et en fait, tout cet enchaînement de trucs là. Et puis alors, la première nuit en unité kangourou. Alors heureusement, je suis tombée sur une puéricultrice géniale, hyper douce, adorable, qui a vraiment pris le temps de me le mettre au sein. Et là, il a commencé vraiment à bien téter. Et donc, je me suis dit, ça y est, c'est bon, l'allaitement est lancé. Parce qu'en néonate, il nous l'avait fait compléter avec du lait maternisé. Et moi, j'avais pas très, très envie. J'avais envie quand même d'un allaitement exclusif. Je suis pas anti-lait maternisé, quand il y a besoin et quand il faut. Mais j'avais quand même dans l'idée de lui donner surtout, principalement, mon lait. Et donc, de tirer mon lait et tout ça. Et donc là, quand je suis arrivée en unité kangourou, j'ai senti quand même qu'il y avait notamment cette puéricultrice, il y avait quand même le côté un peu cocon, même si voilà, j'étais un peu déboussolée d'être là. La première nuit, c'est très bien passé. Mais en fait, après, j'avais l'impression que chaque fois qu'il y avait une personne qui arrivait, elle me donnait un conseil différent. Enfin, en fait, j'ai hyper mal vécu le séjour en unité kangourou, même si je n'ai rencontré que des personnes adorables, à part une qui a été pas très gentille. En soi, les personnes que j'ai rencontrées, elles étaient toutes gentilles et bienveillantes, mais moi j'étais paumée, c'est mon premier bébé, ça se passe pas comme prévu, l'accouchement se passe pas comme prévu, il se retrouve en néonate, ensuite on lui dit non, finalement c'est kangourou parce que quand même c'est un peu compliqué, machin. Ah oui, puis moi j'avais pas eu ma montée de lait, c'est ça aussi. C'est que moi ma montée de lait, elle arrivait pas franchement, quoi. J'avais pas grand-chose, quoi. Et alors, elles allaient toutes de leurs conseils différents. Il y en avait une qui me disait: «Ah, vous avez pas votre montée de lait, faut dormir». Une autre qui me disait: «Ah, vous avez pas votre montée de lait, faut bien vous hydrater». L'autre qui me disait: «Ah, mais il faut le mettre au sein tout le temps». Alors je fais quoi? Je bois en dormant, en le mettant au sein? Enfin, comment ça se passe? Et j'étais complètement déboussolée. J'étais en plus avec les hormones et tout, mais je pleurais pour un rien. Enfin, j'étais complètement à côté de la plaque. Je sais pas si c'est pour un rien, mais oui, peut-être régulièrement. Ah là là, c'était complètement, j'étais hors sol, quoi. Enfin, c'est cette période en unité kangourou, c'était pas cool pour moi, quoi. Donc petit à petit, tant bien que mal, il a réussi à téter. Je faisais des dalles aux doigts. Donc les dalles, c'est les dispositifs d'aide à la lactation, je crois, ça s'appelle. En gros, c'est un petit tuyau qu'on met soit sur le petit doigt du parent, soit carrément sur le téton, pour donner plus de lait en même temps que le bébé boit, pour essayer de le complémenter un petit peu, parce que téter, ça demande un effort au bébé et c'est pas toujours évident de faire venir du lait. Mais c'est pour garder aussi la succion. Et c'est le geste de succion du téton ou du petit doigt qui peut ressembler un peu au téton. Pour éviter de donner des biberons, en fait. Donc moi, j'ai essayé de mettre mon bébé au sein régulièrement. On m'avait dit, non, là, ça va pas être allaitement à la demande, ça va être allaitement toutes les X heures minimum, quoi. Donc je le mettais au sein un peu de manière forcée, fallait que je le réveille la nuit pour le faire téter. Quand il avait tété, moi, je tirais mon lait. Il y avait tout un circuit avec le lait, fallait le mettre dans un frigo spécial. Enfin bon, bref.
c'était un peu pénible et puis ça n'avançait pas beaucoup, il reprenait pas trop son poids. Enfin, je me souviens, il y a un moment où la pédiatre était passée, elle nous avait dit bon bah si tout va bien, vous sortez demain, et puis le lendemain, elle nous avait dit bah non, il a toujours pas repris son poids, donc en fait vous sortez pas. Et puis il y a eu un moment aussi où j'étais vraiment à bout quoi. Ma mère et mon compagnon se relayaient avec moi, ils essayaient d'être là le plus possible. Et donc là, à ce moment-là, mon compagnon était avec moi. Je sais plus encore ce qui s'était passé et j'étais en larmes et tout. Il me dit écoute, ça fait depuis qu'on est arrivé ici que tu es enfermée dans cette chambre. T'es passé de la néonate direct à la chambre d'unité kangourou, t'as pas pris l'air. Il m'a dit tu sors. Il m'a forcé à sortir. Donc je suis sortie, en fait, je suis allée dans le couloir, j'ai même pas eu envie d'aller dehors, je suis allée il y a une salle pour les parents, je suis allée pleurer dans un coin, dans la salle pour les parents, je me suis fait un thé et puis j'ai pleurniché toute seule dans mon coin. Et puis quand je suis revenue dans notre chambre, ils étaient là tous les deux, donc mon compagnon et une puéricultrice ou je ne sais quoi, un membre du personnel, à lui donner un biberon de lait artificiel. J'ai dit, ah, mais merde, quoi. Enfin, excusez-moi, mais là, je me suis énervée. J'ai dit, mais moi, je veux pas lui donner du lait artificiel, en fait. Enfin, je veux qu'il tète, ce bébé. Alors oui, il tète pas bien, mais moi, j'ai quand même envie de l'allaiter. Donc, en fait, je tire mon lait, je me fais suer pour être poli à tirer mon lait la nuit. En plus, fallait laver les machins. Enfin, voilà, je m'enquiquine depuis que je suis en unité kangourou à essayer de tirer les 3 pauvres gouttes de lait que j'ai. Donc, en fait, s'il a pas besoin de lait artificiel, on lui donne pas de lait artificiel, quoi. Et voilà, ça a été le stade où j'ai commencé à en avoir un peu ras-le-bol. Et puis, on nous avait dit bon allez vous sortez, donc c'était le mardi, donc j'ai accouché moi le jeudi matin, le mardi on nous dit allez vous sortez aujourd'hui, tout ça, enfin vous sortez le lundi on nous avait dit vous sortirez demain. Et puis le matin la pédiatre arrive, il avait pas repris assez de poids, donc elle nous dit on va le repeser ce soir et si ce soir c'est bon vous sortez. Alors quand j'ai raconté ça à ma sage-femme après, elle m'a dit mais jamais on pèse les bébés 2 fois dans la journée, ça n'a aucun sens quoi. Enfin bref, donc du coup, le soir, ils sont revenus. Alors moi, j'ai essayé de le faire téter autant que je pouvais. Je me dis, ne fais pas caca surtout. Enfin, et puis en fait, non mais tu peux rigoler, hein, c'est assez drôle en fait. Oui, non mais je ris parce que comment tu le racontes est très drôle, mais j'imagine le fait de vouloir tout. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Et puis moi, j'avais qu'une seule envie, c'était d'être chez moi en fait. Ouais, c'est ça, d'avoir tous les feux verts, quoi. Donc de tout miser sur tout, quoi. Même sur le. Puis moi, je m'étais projetée un postpartum tout tranquille, tout doux, dans mon lit. J'avais acheté un plateau avec des pieds pour me dire je n'aurais pas besoin de bouger de mon lit, on m'apportera mes repas dans mon lit, je serai tranquille avec mon bébé dans mon lit. Et là, fallait que je fasse 1000 trucs. Alors au début, les allers-retours. Après. Bah oui, un peu, oui, mais du coup, j'étais plus dedans. Enfin, oui. Mais oui, les allers-retours entre la néonate et la mater au début, ensuite l'unité kangourou où il y avait. Alors c'est bien, il y a plein de gens, c'est super. Hein, je critique absolument pas le fonctionnement de l'unité kangourou et sans doute qu'on en avait besoin parce que sinon il l'aurait pas fait. Mais moi, ça m'a oppressée en fait, ça m'a oppressée. Surtout si tu dis qu'il y a des gens qui ont été en plus désagréables. Enfin, tu parles. Ah oui, alors oui. Alors ça, c'est une auxiliaire de puériculture qui est venue un jour dans ma chambre pour faire le test d'audition. Et en fait, il était en train de téter, mon fils. Donc, elle m'a dit, bon, c'est pas grave, on va le laisser faire sa tétée. Et puis, en plus, il galérait un petit peu. Donc, elle le voyait qu'il avait toujours la bouche ouverte. Et puis, il essayait de choper le mamelon. Le téton, il y arrivait pas. Enfin, donc, elle me dit, vous avez essayé la position ballon de rugby? Je dis, non, mais bon, j'étais pas trop convaincue que ça marche parce que, bon, bref, peu importe. Et elle me dit, bon, on va essayer. Donc, elle arrive, elle commence à m'installer, tout ça. Donc, elle l'interrompt dans sa tétée, qui était laborieuse, mais quand même. Donc, il pleurait. Comment ça s'est passé? Ah oui, alors déjà, elle s'est trompée sur son prénom. Donc, c'est quand même, tu lis sur la porte, quoi. Enfin, je sais pas. C'est un peu la base, quoi. Bref, il a pas un prénom compliqué, mon fils, en plus. Donc, elle s'est trompée sur son prénom. Donc, j'ai commencé par dire, non, c'est pas ceci, c'est cela. Ah oui, ok, d'accord. Elle arrive, elle m'interrompt pour me dire, vous avez essayé ballon de rugby, machin. Donc, on essaie de l'installer. Donc, il pleurait, machin. Ce qui m'a surprise et un peu choquée, c'est qu'elle avait les ongles longs. Alors que pour moi, quand on travaille à l'hôpital, on se coupe les ongles. Bref. Et donc, elle arrive et avec sa main, avec ses ongles longs, là, elle prend mon sein comme ça et elle le pince pour le mettre dans la bouche et elle lui tenait la tête d'une main, elle tenait mon sein de l'autre main et boum, là, elle fait la connexion comme ça. Et elle, avec ses ongles, elle m'a fait mal. Et donc, j'ai sursauté et mon fils pleurait et elle dit, bébé, il faut pas faire mal à maman, hein. Et en fait, j'ai pas eu le cran de lui dire, mais en fait, c'est vous qui m'avez fait mal, là. C'est pas mon bébé, enfin, laissez-moi tranquille. Oui, j'ai pas essayé la position ballon de rugby, mais en fait, j'ai pas envie de l'essayer. Ouais. Je sais pas si c'est une question de cran, hein. Excuse-moi je pense que dans des moments comme ça, on est plus choqué par tout ce qui se passe. Ouais, puis il y a eu d'autres trucs avec d'être dans une question de courage ou de. En fait, elle manquait de tact, cette dame. Enfin bon, bref, ça m'a et je me suis dit, mais en fait, je veux partir d'ici. Donc, je suis désolée, j'ai raconté un peu dans le désordre, mais cette fameuse journée du mardi où on était censé sortir le matin.
Le soir, donc la pédiatre revient, le repèse et je crois que non seulement il avait pas pris de poids, mais il en avait perdu. Enfin, un truc. Alors que il faut quand même préciser ce que je n'ai pas dit, c'est que mon fils, il faisait 4,140 kg à la naissance. Ok. Donc il est parti avec de la marge. Ça va. Oui. Ça va. Il n'était pas rachitique. Mais voilà, il y a des Et normes. puis il était né à terme Il était né à terme dépassé. Oui, c'est ça. Voilà. Mais ils sont pas censés il avait même pas perdu 10% de son poids en plus, parce que normalement ils sont pas censés perdre plus de 10% de leur poids. Mais c'est juste qu'il avait pas repris son poids de naissance et il voulait absolument il avait pas repris suffisamment de poids selon leurs critères. Ouais. Et donc le mardi soir, elle nous dit non, il a pas repris son poids, vous sortez pas quoi. Alors, donc à nouveau je pleure évidemment et je dis mais en fait qu'est-ce qui se passe si on sort quand même quoi. Elle me dit si vous sortez quand même, moi je peux vous laisser rentrer chez vous, mais demain matin on vous convoque pour une consultation de pédiatrie pour le repeser à nouveau. Et si le poids est pas satisfaisant, il doit être réhospitalisé. Là vous passez par les urgences avec tout ce que ça implique, un bébé, un nouveau-né dans la salle d'attente des urgences et tout ça, l'attente et tout. Donc moi je vous conseille fortement de rester une nuit de plus. Donc bon, j'ai dit ok, on reste une nuit de plus. Et quand j'ai raconté ça à ma mère par téléphone, je pense parce qu'elle devait déjà être rentrée, elle m'a dit écoute, en fait si demain matin il te laisse pas sortir, en fait, tu signes une décharge et tu sors parce que moi, je suis médecin. Il y a ta sage-femme qui passe. Ton bébé, il est pas malnutri. Il a du mal à reprendre son poids, mais en fait, il va bien parce qu'il avait plus du tout les histoires de saturation, de machin, les fils et tout ça. Le cœur allait bien, la respiration allait bien, la saturation allait bien. Juste, il reprenait pas de poids, quoi. Et donc, elle m'a dit, voilà, si demain, il te laisse pas sortir, en fait, tu signes une décharge, tu dis que tu as un médecin à la maison, que ta sage-femme, elle passe régulièrement, et basta, quoi. Et en fait, le mercredi matin, il avait repris les 10 grammes qu'il fallait, et du coup, ils nous ont laissé sortir. Enfin, je sais plus si c'est 10 grammes, mais c'était vraiment infime, quoi. Donc voilà, donc je suis arrivée chez moi, finalement, pas du tout dans les conditions que j'avais imaginées, quoi. Avec un accouchement qui s'était pas du tout passé comme prévu, un séjour à la maternité beaucoup plus long que prévu parce que j'ai été restée une semaine quasiment en fait plutôt que 2 ou 3 jours, un allaitement hyper laborieux, enfin voilà, donc du coup voilà, j'étais au 36e dessous, mais bon. Je comprends avec tout ce que tu décris. Et du coup, un peu plus d'1 an et demi plus tard, si je m'en mêle pas trop, C'est ça. est-ce qu'il y a des choses que tu comprends ou que tu ressens différemment par rapport au premier temps, comme tu dis, quand tu es rentrée chez toi, il y avait quand même beaucoup de frustration, certainement, enfin beaucoup de choses peut-être un peu négatives ou des choses qu'on t'avait ôtées, volées, enfin par les événements. Et du coup, comment tu te sens 1 an et demi après? Alors là, aujourd'hui, avec le recul, je sais que ma sage-femme et sa partenaire, elles ont transféré parce que sans doute il y avait une bonne raison. Je pense quand même que ça aurait été très difficile de le faire naître autrement. Il y a même un moment pendant le transfert ou juste après, je sais plus, où j'ai dit à mon compagnon, non, c'était après la naissance. J'ai dit à mon compagnon après la naissance, heureusement en fait qu'on est en France et que on peut aller à l'hôpital parce que si ça se trouve, si j'habitais à Madagascar ou je ne sais où dans un pays comme ça, ça se trouve on serait morts tous les deux. Alors j'en sais rien, hein, mais voilà, j'ai reconnu en fait très rapidement que oui, la maison de naissance c'était génial, c'était mon projet, etc. Mais si on avait la possibilité de ce transfert, c'était pas pour rien et que au contraire, justement, c'était ça la chance des maisons de naissance, c'est qu'on a ce double truc entre aller Cette aussi double loin chance. que possible, cette double chance, voilà, d'aller aussi loin que possible dans la physiologie et en même temps, au moindre problème, on rebascule sur la médecine allopathique classique et là, on a la chance d'avoir la médecine française qui est quand même une médecine plutôt bien réputée dans le monde et d'avoir à portée de main toutes ces solutions-là. Donc voilà, objectivement, là maintenant avec le recul, je sais que le transfert, s'il s'est fait, c'est qu'il y avait des bonnes raisons de le faire. Je comprends les protocoles hospitaliers de dire voilà, il y a tel truc, on passe en néonate, il y a tel truc, on reste en néonate, il y a tel truc, on va en unité. Enfin, voilà, ils ont des protocoles qui ont une raison d'être. Au fond, je m'y suis pliée entre guillemets à leurs protocoles. Et donc voilà, maintenant, je suis un petit peu en paix avec ça. Enfin, je sais pas si je suis 100% en paix avec ça, mais j'ai quand même accepté.
Oui, voilà. Voilà, j'ai des explications. J'ai accepté que mon accouchement s'était pas passé comme prévu, que la suite immédiate s'était pas passée comme prévu. Après, ça n'a pas été un travail facile du tout, Oui, c'est ce que j'allais l'acceptation te de dire. tout ça. Est-ce que tu pourrais nous expliquer en quelques mots comment t'as cheminé tout ça? Parce que il y a peut-être des gens qui sont dans le même cas que toi, qui viennent de sortir de leur accouchement et qui se posent la question de si ça va leur passer, s'ils vont le digérer à un moment donné. Est-ce que tu peux nous raconter? Ouais, je sais pas si c'est uniquement 100% lié à ça, mais moi, il se trouve que j'ai fait une dépression du postpartum, en fait. OK. Ça a Ça pas peut été y être lié quand même. Ouais, je l'ai pas identifié tout de suite, mais quand même assez rapidement. Mmh. Parce que mon fils est né en novembre et c'est en février que je me suis dit non mais là en fait c'est pas juste les hormones, là il y a un truc qui va pas. Ouais. Et je pense que voilà, parmi les déclencheurs on va dire de la dépression du postpartum, il y avait le fait que mon accouchement et les suites de couches immédiates se soient pas passées comme prévu. Après, je pense quand même être quelqu'un qui n'a pas peur d'aller chercher de l'aide quand il y a besoin. Mmh. Donc je sais que très rapidement, non peut-être pas très rapidement, mais relativement rapidement après l'accouchement, je sais plus quand exactement, je suis allée revoir la psy avec qui j'avais fait une séance de MDR pendant ma grossesse pour refaire une séance de MDR au sujet de l'accouchement. OK. Parce que je me suis dit en fait si j'y vais pas maintenant, je vais enquister le truc et je veux pas en fait que mon accouchement devienne un souvenir traumatique. Il s'est pas passé comme prévu, il y a eu des difficultés, ça m'a pas plu, ça m'a frustrée, mais pour autant, il y a rien eu de grave, il y a pas eu de gestes, tous les gestes m'ont été expliqués, il y a pas eu de violence obstétricale, enfin voilà, c'est juste moi qui l'ai mal vécu dans mon ressenti. Mais Oui. vu de l'extérieur, il s'est rien passé de grave entre Oui, guillemets. t'as perdu plus le côté acteur du moment et du coup C'est ça. ça peut être très violent, mais pas forcément Donc ça peut être beaucoup de traumatisant, hein, violence. Oui, c'est ça. ça peut être traumatisant en soi. Mais moi, je voulais pas justement que ça s'enquiste comme un Ouais, ouais, je traumatisme. vois. Donc je me suis dit, en fait, il faut que j'agisse tout de suite. Donc je suis allée voir cette psy, j'ai fait une séance de MDR. J'en ai reparlé aussi beaucoup avec ma sage-femme. Je l'ai revue plusieurs fois De après. Manao, du coup? Mmh. Oui, ma sage-femme de Manao. Donc elle est venue à la maison. Et alors je savais pas d'ailleurs qu'après un transfert, moi je pensais qu'après un transfert, je disais bye bye à Manao et c'était terminé. En fait non, pas du tout. Elle est venue à la maison plusieurs fois et même plus que d'habitude, enfin dans leur protocole habituel. Parce que déjà, je suis sortie, il avait 6 jours. Et puis en plus, elle a fait plus de visites à domicile parce qu'elle sentait vraiment que j'en avais besoin. Elle est venue à un moment, au début, elle est venue presque tous les jours, je crois. Le peser, me rassurer sur l'allaitement, discuter. Et puis à un moment, elle m'a dit bon, Héloïse, il faut quand même que là maintenant ce soit toi qui vienne à Manao. Je sais pas quel âge quel âge il avait. Il avait peut-être, je sais pas, 10-15 jours. Je me souviens plus très bien, mais donc je suis finalement retournée à Manao pour les visites parce qu'elle voit le nourrisson pendant le premier mois, je crois, les sages-femmes, si je dis pas de bêtises, je me souviens plus trop. Je suis retournée à Manao. Alors évidemment, je suis arrivée à Manao. J'ai fondu en larmes à nouveau parce que pour moi, ça devait être le lieu où j'allais donner naissance à mon fils. Et en fait, à ce moment-là, je le voyais comme un lieu d'échec. Mais bon, on a donc beaucoup discuté. Donc, j'ai fait cette séance de MDR. J'ai dû discuter sans doute avec mon entourage, ma mère, mon compagnon, mes amis. J'ai revu ma sage-femme de Manao plusieurs fois, parfois avec mon bébé, parfois sans. J'ai fait plusieurs entretiens avec elle, toute seule, en fait, pour parler de tout ça. Tout cet ensemble de choses a fait que petit à petit, j'ai fini par quand même, voilà, accepter un petit peu cet accouchement, qu'au début je vivais vraiment comme une déception, quoi. Au début, c'était, enfin, même pire qu'une déception, un échec, quoi. Enfin, en plus, moi, je suis la première à prôner les accouchements physio auprès de mes copines en disant mais si, les maisons de naissance, c'est génial, patati patata. Enfin, je suis quand même un peu connue Ouais. dans mon entourage. Voilà, je me souviens avoir défendu mon idée de maison de naissance auprès de ma cousine et son compagnon. Parce que son mec, il disait non mais, enfin, moi quand je vois comment elle a eu super mal ma copine pendant les 2 accouchements, mais pourquoi tu fais ça en fait? Donc j'étais vraiment quelqu'un qui militait, on va dire, pour l'accouchement physio, même auprès de l'anesthésiste. Je me rappelle quand j'ai eu la visite obligatoire avec l'anesthésiste de la maternité, elle m'a dit bon alors la péridurale, vous en pensez quoi, tout ça, est-ce que vous envisagez de la prendre ou pas? J'ai dit bah écoutez, en fait moi j'ai prévu d'accoucher à Manao, donc la péridurale a priori c'est pas au programme. Et elle m'a répondu ah oui donc vous faites partie de celles qui payaient pour avoir mal. Alors j'ai dit bon écoutez, en fait c'est pas le lieu, c'est pas le moment, on n'a pas le temps ni vous ni moi. Moi je sais pourquoi je le fais.
Voilà, je peux développer les arguments si vous le voulez, mais je pense pas. Vous avez le droit de penser ce que vous voulez. Moi, je crois en mon projet. Donc, oui, je vais accoucher à Manao et j'ai pas l'impression de payer pour avoir mal. Voilà. Donc ça s'en est tenu là, mais voilà. Donc j'étais vraiment très militante là-dessus. Et puis je me dis, bah voilà, je crie sur tous les toits que l'accouchement physio c'est génial. Et puis moi, j'y arrive pas, quoi. J'avais vraiment ce sentiment de pas avoir réussi à faire naître mon bébé toute seule. Oui, alors que t'avais quand même les cheveux dans la main. C'est ça. Et puis quand j'en ai rediscuté avec ma sage-femme, elle m'a dit, mais Héloïse, tu te rends pas compte, t'as fait 98% du travail. Les spatules, ça a duré quelques minutes. Elle a mis les spatules, elle a tiré une fois, et c'est toi qui as fini tout le boulot. Donc c'est toi qui l'as attrapé, c'est toi. Ouais. Donc bon, à force d'en discuter avec ma sage-femme, je me suis dit bon, oui, ok, d'accord. Bon. Et puis là maintenant, voilà, il a 19 mois. La dépression du postpartum, elle est derrière moi. J'ai mis des choses en place aussi par rapport à ça. J'ai pris un traitement, j'ai arrêté mon traitement, ça y est. Donc on peut dire que j'en suis sortie et voilà, avec le recul, je me dis bon bah ça s'est passé comme ça devait se passer. Les naissances sont toutes différentes et uniques et l'essentiel c'est que voilà, on en soit sortis l'un et l'autre sans trop de séquelles, que ce soit physique ou psychologique. Et puis maintenant c'est un petit garçon hyper épanoui, il va très bien, il est adorable, il commence à parler, tout ça, il est en pleine forme. Donc c'est finalement la naissance c'est à la fois hyper important et anecdotique, quoi. Enfin ça dure une journée ou deux dans notre vie, c'est ça c'est pas ça qui va déterminer tout le reste. Et puis comme nous on dit souvent, il y a pas de bon accouchement, l'histoire qui compte c'est votre rencontre. C'est vraiment ça, quoi. Il y a tellement de formes d'accouchement que c'est pas tellement la question de l'accouchement que de ce que tu vas vivre autour de cette rencontre, en fait, de la rencontre de cet être. Mais tu parles de la rencontre, moi je sens quand même que, enfin, j'ai bien vu, ça m'a pris quand même du temps de le rencontrer vraiment, et je pense que c'est une aussi rencontre lié. Quand même. Ouais. Oui, c'est aussi lié à cet accouchement compliqué, mais ça m'a pris plusieurs jours. Enfin non, déjà quand même le premier jour, je le regardais, je disais waouh, ça y est, j'ai un bébé, c'est mon bébé, c'est le mien. Il y a un jour aussi, je me souviens, j'ai dit à mon compagnon, il avait à peine un mois, je lui dis mais en fait plus les jours passent, plus je l'aime, quoi. Enfin, mais c'est ça que j'appelle la rencontre. C'est pas, j'ai pas dit coup de foudre justement. Oui. Une rencontre, c'est aussi ça, et du coup c'est ça qui est beau, c'est au moment où tu découvres que tu l'aimes plus que tout, en fait. Et c'est ça la rencontre, quoi. C'est peu importe le moment où ça se passe, même si en effet c'est plus frustrant et plus culpabilisant parfois si ça met plus de temps que d'autres femmes. De toute façon, rentrer dans la parentalité, je crois que c'est commencer à se comparer, et du coup on est mal barré pour plusieurs Non, années. c'est sûr. Mais moi, il y a un truc qui m'a aidée aussi quand j'ai aussi commencé à verbaliser autour de la dépression, là, du mal-être. En fait, moi, j'étais très très angoissée par plein de trucs, tout me stressait, j'avais peur de tout, j'avais peur de sortir avec lui, ça se manifestait surtout par de l'angoisse, et du coup cette angoisse j'avais l'impression qu'en fait j'étais bien que quand j'étais toute seule avec lui dans ma chambre et qu'il se passait, j'ai l'impression que j'avais très très peu d'énergie positive, mais que cette énergie positive je l'avais pour lui. Et mon compagnon, il a utilisé une image que j'aime beaucoup. En fait, c'est comme si la dépression c'était un espèce d'iceberg. Et en fait, de trucs de glace, quoi, qui m'enfermaient. Et il me disait, mais les sourires de notre fils, tous les petits moments que tu passes avec lui où tu souris, où vous êtes tous les deux, bah ça fait fondre la glace petit à petit. Et effectivement, je pense que voilà, dans mon parcours, j'ai quand même une chance, c'est que j'ai l'impression que mon fils n'a pas été impacté par la dépression du postpartum. Ça s'exprimait plus à l'extérieur de notre relation. Même si voilà, elle a mis du temps à s'installer, il n'y a pas eu le coup de foudre comme certaines mamans, ça m'a mis un petit peu de temps. En fait, voilà, toute mon énergie, je la donnais à mon fils, et je pense que j'ai quand même réussi à construire une relation saine avec lui. Quand tu penses à Manao, qu'est-ce qui te vient en premier en tête? La douceur, en fait. C'est une espèce de cocon, de bulle, de truc où on est entouré de douceur. Ma sage-femme, c'est quelqu'un qui parle doucement, pas toujours, hein, mais voilà, qui est très douce dans ses gestes, très douce dans ses paroles. Et puis quand j'y retourne, parce que j'y retourne en fait maintenant, parce que entre-temps, je suis devenue trésorière de l'association qui s'occupe qui supporte Manao. Donc en fait, j'y suis retournée en tant que jeune maman pour faire des ateliers. Maintenant, j'y retourne en tant que membre du CA. Et en fait, à chaque fois, voilà, quand j'arrive à Manao, je me sens bien, quoi. Je me dis, ça y est, je suis dans le petit cocon, dans le truc doux. Et qu'est-ce qui, selon toi, a pu créer ce sentiment? Je pense que c'est un ensemble de choses. C'est à la fois l'attitude des sages-femmes, les lieux où elles ont fait en sorte que les lieux soient accueillants, soient jolis, et puis
l'équipe de sages-femmes qui s'entend bien, qui fonctionne. Enfin, j'ai l'impression, je suis pas dans leurs histoires, mais une équipe qui fonctionne bien ensemble. Après, voilà, c'est peut-être un peu bizarre de le dire comme ça, mais j'ai l'impression aussi qu'on est porté par tous ces parents qui ont donné naissance à Manao, tous ces bébés qui sont nés à Manao. C'est génial aussi, moi, j'adore quand j'arrive et qu'il y a une femme qui est en travail et qu'on l'entend à travers la porte. Et je me dis, bah ouais, j'ai envie de lui dire, allez, vas-y, tu peux le faire. Et je trouve que il y a un côté, je sais pas, c'est comme si on nous faisait un gros câlin, quoi, quand on arrivait à Manao. C'est une belle image. Et du coup, pour conclure un petit peu toute cette aventure dont tu viens de nous parler, est-ce que tu pourrais nous décrire en quelques mots tout ce que ça t'a apporté et est-ce que tu pourrais redéfinir du coup ce qu'est une maison de naissance aujourd'hui pour toi? Ouais, alors ce que ça m'a apporté, paradoxalement, donc malgré ce que je disais sur le fait que j'ai vécu mon accouchement comme un échec au début, en fait, ça m'a apporté de la confiance en moi. De me dire, bah ouais, je suis capable en fait de faire grandir un être jusqu'au bout, en pleine santé, et de le mettre au monde quasiment toute seule. Voilà, j'ai eu juste besoin d'un tout petit coup de pouce, mais en fait, je sais le faire, je peux le faire, je suis capable, et je trouve que cette confiance qui est propre à la grossesse et à l'accouchement, elle se transfère aussi ailleurs. Même si voilà, ça a été chaotique avec la dépression et tout ça, en fait, je me dis bah ouais, je suis pas une mauviette quoi, parce que on a pu me dire par le passé que j'étais chochotte, que je supportais pas les moindres petits bobos, que j'étais toujours à me plaindre d'un petit bobo. Ouais, bah les gars, moi j'ai accouché, j'ai vécu un accouchement physio quasiment de A à Z. Donc maintenant, venez pas me dire que je suis une chochotte. Voilà. Et par rapport à la définition donc d'une maison de naissance, moi je dirais que c'est un lieu qui redonne la puissance aux femmes et en même temps qui les entoure. Moi, c'est un lieu où je ressens beaucoup de sororité. Par définition, vu que c'est une maison de naissance, il y a quand même beaucoup de femmes. On voit quelques hommes, on voit quelques papas impliqués et c'est très très bien. Mais voilà, c'est un lieu où je ressens ce lien. Quand on se prépare à accoucher physiologiquement, il y a une phrase qui revient souvent, c'est de penser aux autres femmes qui sont en train d'accoucher en même temps que nous. Et en fait, je trouve que la maison de naissance, elle concrétise encore plus ça, elle le rend encore plus palpable. Voilà, on arrive pour accoucher, il y a une maman qui sort de sa visite avec son nouveau-né, il y en a une autre qui arrive pour son suivi de grossesse et on est vraiment au cœur de la vraie sororité et puis de ce truc un peu ancestral aussi de lien entre les femmes quoi. Les femmes vivent leur accouchement entre femmes, c'est des femmes plus expérimentées qui font accoucher les jeunes. Enfin, je le ressens comme un endroit de sororité, de douceur, où on est entouré, où on est soutenu. Et en même temps, c'est un endroit aussi où il y a de la vie, il y a de la joie, parce que souvent, on revient avec nos enfants. Moi, je sais que mon fils, il vient à toutes les réunions de CA, donc il connaît un petit peu les lieux, tout ça. Donc voilà, c'est un endroit chaleureux. Je trouve que dans ta définition, on entend beaucoup la douceur que t'évoquais juste avant. Et du coup, merci parce que c'est vrai que la dimension de sororité a pas été tant évoquée que ça, Ouais. je pense, dans C'est nos épisodes. Et du coup, c'est assez chouette C'est notre dimension, ouais. que tu ajoutes ça à toutes ces paroles de femmes, justement. Et pour terminer, je vais te poser l'éternelle question. Est-ce que tu aurais un conseil, une petite astuce à partager à toutes les femmes qui nous écoutent aujourd'hui et qui se préparent à un accouchement physiologique? Quelque chose qui, toi, a pu t'aider le jour J, ou en tout cas dans la période, on va dire, charnière de l'accouchement? C'est pas évident comme question. Je dirais se faire confiance à sa sage-femme parce que c'est elle. Nos sages-femmes sont les garantes du bon déroulement de nos accouchements. Donc, faut pas hésiter à se reposer entièrement sur elles. Elles savent ce qu'elles font. Si elles transfèrent, c'est pour une bonne raison. Si elles disent qu'on est capable, c'est qu'on est capable. Et puis, se préparer aussi à toute éventualité. Vraiment, j'avais l'impression que j'étais prête à l'idée du transfert, j'étais pas prête. Donc, tout arrive et ça peut se passer comme vous l'avez espéré, et tant mieux. Et ça peut se passer aussi complètement différemment dans un sens comme dans l'autre. Hein. Il y a des mamans qui appréhendent, qui se disent je prendrai peut-être la péri, puis finalement, elles restent jusqu'au bout. Et elles adorent leurs accouchements physio. Et puis, il y a des mamans comme moi qui étaient à fond dans le projet physio, puis qui se retrouvent transférées à l'hôpital. Et en fait, ça arrive et quand ça n'arrive pas pour des choses très graves, on passe au-dessus, quoi. Donc,
voilà, faire confiance. Alors si je sais, ma sage-femme, elle a un adage, elle dit tout le temps, patience et confiance. Et voilà, moi c'est un peu le message que je retiens de toute cette aventure, patience et confiance. Ça, tout passe et puis il faut se faire confiance à ses sages-femmes, faire confiance à son bébé aussi. Ils savent faire beaucoup plus de choses que ce qu'on imagine et ça va aller. À la fin, ça finit bien. Bah oui, la preuve, tu en es l'illustration concrète et c'est un bel adage, merci. On le connaissait pas, on l'avait pas lui non plus eu. En tout cas, un immense merci à toi, Héloïse, pour la générosité et la sincérité avec lesquelles tu nous as partagé toute ton histoire depuis le début de cet épisode. Ton témoignage illustre avec beaucoup de justesse la richesse d'un accompagnement individualisé en maison de naissance, mais aussi la force avec laquelle on peut traverser un changement de plan quand on est soutenu, préparé, écouté, que ce soit en amont, pendant et après un accouchement. Ça fera sans doute écho chez de nombreuses personnes qui sont en train de nous écouter aujourd'hui. Et si c'est le cas, n'hésitez pas d'ailleurs à partager cet épisode autour de vous, que ce soit à des futurs parents, à une amie, à une collègue, en tout cas à une personne que vous pensez que ça pourra toucher, intéresser. Vous pouvez aussi liker, commenter ou nous laisser des petites étoiles sur la plateforme où vous êtes en train de nous écouter. C'est ça qui aide aussi notre podcast à vivre et surtout à faire entendre des récits qui sont essentiels pour accompagner d'autres femmes, mais aussi pour faire connaître les maisons de naissance. Merci à vous et à la semaine prochaine. Au revoir Héloïse. Au revoir et merci beaucoup. Au revoir Héloïse. Vous venez d'écouter le podcast Par voix basse à voix haute. Votre aide est essentielle. Si vous aimez notre travail, dites-le en partageant cet épisode, en nous laissant un commentaire ou en cliquant sur j'aime. Retrouvez-nous aussi sur Tipeee si vous souhaitez soutenir notre projet financièrement sur la page Tipeee/Par voix basse à voix haute. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez être notifié des prochains épisodes. Merci encore d'être là avec nous et d'écouter ces moments de vie uniques et intenses. Et souvenez-vous, il n'y a pas de bon accouchement. L'histoire qui compte, c'est votre rencontre.